Alors, c'est un cours, donc bonjour. Donc, nous avons donc, des lycéens aujourd'hui qui vont se rendre compte de ce que c'est que l'université. Bon, mes chers lycéens, nous ne sommes pas dans une situation normale, hein. Aujourd'hui, nous sommes en demi-effectif. Un certain nombre d'étudiants vont suivre ce cours en ligne. Alors, vous allez voir qu'ils vont augmenter au fur et à mesure de leur apparition ici. Normalement, l'amphi est plus plein que cela. Encore que pas tant que ça, d'ailleurs, parce que très souvent, beaucoup d'étudiants arrêtent. Nous avons aussi, et je le dis là aussi pour les étudiants de L1, de nouveaux dispositifs sanitaires qui vont être mis en œuvre à la rentrée du 2 novembre, parce que là aussi je le dis pour les lycéens, nous avons une semaine de vacances, mais enfin nous avons tout de même une semaine de vacances, parce que les étudiants de cette année sont rentrés quasiment en même temps que vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les TD maintenant se feront en demi-effectif. Alors avec les chargés de TD, nous avons discuté pour savoir comment on allait faire pour faire demi-effectif, sachant que notre emploi du temps est fait, qu'on ne peut pas consacrer davantage de temps, surtout qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas cette possibilité de multiplier par 2 le nombre de TD. Donc nous avons décidé d'un commun accord non pas de faire des TD en ligne, ou de faire des TD une semaine sur 2, parce qu'en fait, ça pose problème pour tous les étudiants qui n'ont pas accès à un ordinateur ou à une connexion Internet correcte. Et malheureusement, il y en a un certain nombre d'entre vous. Donc, nous avons décidé de réduire les séances de TD à 1 heure. C'est-à-dire que vous serez amenés à venir qu'à 1 heure au lieu de 2. Donc, on va diviser le groupe de TD en 2. Les premiers viendront à la première heure et les deuxièmes à la deuxième heure. Ce qui, bien sûr, implique que les TD seront moins denses, enfin seront plus denses plutôt. Il y aura moins d'explications, sans doute moins d'interactions. Donc évidemment, ce n'est pas forcément bon d'un point de vue de la qualité pédagogique. Donc évidemment, je regrette cette situation. Néanmoins, c'est une situation provisoire, puisque comme vous pouvez le mesurer, en fait, en ce moment, on est en train de changer les protocoles quasiment toutes les semaines. Il va y avoir aujourd'hui, cet après-midi, un nouveau conseil de défense du gouvernement. Les chiffres de l'épidémie sont catastrophiques pour la France. Donc attendez-vous à ce que... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans un mois, mais mon sentiment, c'est que si les chiffres évoluent tels qu'ils continuent d'évoluer, c'est-à-dire avec un nombre d'hospitalisations et de réanimations et d'infections qui augmente de 30% par semaine, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les hôpitaux seront totalement saturés à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire avant la fin du semestre. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose pour un certain nombre de gouvernements, de chefs d'État, c'est de confiner avant qu'on soit dans une situation de saturation, de manière à permettre de déconfiner au moment de Noël. Un confinement, ça dure 2 mois. Donc vous voyez qu'on est fin octobre. Donc on peut imaginer qu'il est très possible qu'on reconfine d'ici très bientôt. Et même on peut imaginer que ce week-end, ça sera couvre-feu à Angers. Je vous le dis parce que les données font que Angers va très bientôt rentrer dans la limite. On est déjà en rouge écarlate, on sera en rouge maximal, sans doute ce week-end. Donc si vous avez prévu de faire des choses ce week-end, sachez-le. S'il vous plaît. Encore une fois, ce n'est pas moi qui décide. Je vous informe des informations que j'ai, c'est-à-dire les informations qui sont disponibles sur Santé publique France. On peut regarder le taux d'incidence, voilà, qui est aujourd'hui proche de 200. Et à 250, on passe normalement en rouge écarlate. Alors il y a aussi en rouge maximum. Alors, il y a aussi d'autres choses, de réanimation, etc. Mais mon sentiment, c'est qu'on va accélérer le mouvement vers les mesures restrictives. Donc ça veut dire que peut-être qu'à la rentrée, il n'y aura simplement plus de TD en présentiel. Ou en tout cas plus de cours magistraux en présentiel. Bref, je ne sais pas, mais attendez-vous au pire. Comme ça, si jamais le pire n'arrive pas, vous serez préparés et ça ne vous aura pas coûté grand-chose. Ce qui signifie, mes chers étudiants, qu'il faut que vous ayez accès à un ordinateur. Et je sais que c'est coûteux un ordinateur, mais essayez d'en trouver un maintenant, parce que si on commence à être confiné comme l'année dernière, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de vous déplacer, vous ne pouvez même plus acheter un ordinateur. Donc surtout un ordinateur d'occasion pas trop cher. Donc ça fait partie des choses
préparez-vous, quoi. Essayez de trouver un moyen d'avoir une bonne connexion Internet. Parce que si tous les cours sont donnés en distanciel, ça veut dire qu'il va falloir trouver un matériel informatique. Et essayez d'apprendre à utiliser un ordinateur aussi, parce que je sais que tout le monde ne sait pas vraiment comment utiliser un ordinateur, donc là aussi, voilà. Donc préparez-vous, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Oui, ça tourne, je vérifie, le son est bien, personne me dit que c'est pas assez fort, donc tout va bien. Voilà, donc a priori cette semaine, les TD en IAE seront comme d'habitude, d'accord. S'ils changent, comme on va vous le dire, c'est-à-dire si on fait demi-groupe, on va vous le dire cette semaine, et ça sera pour le 2 novembre, à la rentrée, mais sachez qu'il est probable que les mesures changent d'ici la fin du semestre. Donc c'est pour cette raison aussi qu'on va essayer de faire des examens aussi, parce que là aussi, des examens en ligne, je pense qu'il va falloir arrêter ça, hein, parce que si on commence à faire des examens en ligne tout le temps, on sait bien comment ça se passe, c'est pas très efficace, c'est même pas juste, c'est-à-dire que c'est totalement injuste, il y en a qui sont aidés, d'autres qui ne sont pas aidés, donc évidemment ça pose d'autres problèmes. Bref, je vais reprendre le cours. Alors le cours, on l'avait arrêté sur ce schéma-là. Alors ce schéma, bon, les lycéens vont avoir peur, mais vous qui l'avez fait avec moi, vous savez que ce n'est pas si difficile que ça à comprendre, hein. C'est un schéma, c'est une représentation des flux réels, des flux économiques réels. C'est-à-dire que dans ce schéma, eh bien, on essaye de comprendre comment circule la richesse. Entre ceux qui la produisent, ici c'est en rouge, c'est les ressources, hein, et ceux qui l'utilisent, et c'est en vert. Et donc évidemment, on a des ressources qui se transforment en emplois, qui impliquent l'utilisation de cette richesse. Et on a fait apparaître un certain nombre de marchés, le marché du travail ici, le marché des biens et services, le secteur public, et aussi on avait ici fait apparaître 4 secteurs économiques, qui sont les secteurs qu'on va utiliser ici dans cette représentation simplifiée. L'INSEE rajoute 2 secteurs, hein, ces 4 secteurs, et rajoute d'abord le secteur des administrations privées, que sont les associations caritatives, c'est-à-dire qui offrent des services non marchands aux ménages sans appartenir au secteur public. Bon, voilà, les Restos du Cœur, le Secours catholique, etc. Et puis, un autre secteur que fait apparaître l'INSEE, que je n'ai pas présenté ici parce qu'il n'est pas très pertinent, c'est en fait que les entreprises ici sont divisées en 2, les sociétés non financières et les sociétés financières. Alors évidemment, c'est très important de dissocier les sociétés financières des sociétés non financières lorsqu'on s'intéresse à la circulation financière, c'est-à-dire au système de crédit, aux marchés financiers, etc., aux assurances. Mais ici, comme on représente la circulation réelle, c'est-à-dire en dehors de la monnaie, de la richesse et de la finance, ça n'a pas d'intérêt de dissocier les entreprises qui sont dans la finance, les banques et des autres, hein. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mélangé, j'ai mis un secteur d'entreprise qui regroupe toutes les entreprises. Il y a aussi, je vous l'ai déjà dit, mais par rapport à l'INSEE, dans les ménages, on va trouver un certain type d'entreprises, les entreprises individuelles. Ici, dans ce schéma, je ne les intègre pas dans les ménages. Je prends les ménages en tant que système de consommation et je dissocie les ménages des entreprises, notamment des entreprises individuelles que je mets ici dans le secteur des entreprises. Ce que l'INSEE ne fait pas. Et pourquoi l'INSEE ne fait pas cela? Parce qu'on ne peut pas distinguer les revenus des ménages qui sont salariés des revenus des ménages qui sont entrepreneurs individuels, hein, puisque finalement, eux, ils touchent aussi un revenu en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire en tant qu'entreprise. Donc l'INSEE les regroupe avec les ménages parce qu'on ne peut pas dissocier leurs revenus d'entreprise de leurs revenus de ménage. Mais nous, ici, comme on ne cherche pas à trouver des chiffres, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc j'ai essayé de vous présenter un schéma cohérent, hein, de représentation de l'économie. Alors, donc, une fois qu'on a ce schéma et qu'on a compris comment il fonctionne, eh bien, il faut essayer de s'intéresser à la manière dont on va l'utiliser, on peut l'utiliser pour faire apparaître des grandeurs de comptabilité nationale. Alors, la comptabilité nationale, c'est une forme de comptabilité tout à fait particulière, hein, que n'emploient pas des comptables, mais qu'emploient des économistes, pour essayer de comprendre les principales grandeurs économiques d'un pays, hein. Alors, je vous rappelle qu'ici, quand on parle d'un pays, ou de l'économie d'un pays, on parle pas de l'État, on parle de l'ensemble des personnes qui sont dans ce pays. On ne parle pas non plus de la nation, c'est-à-dire des gens qui sont des nationaux, qui ont la nationalité française. Par exemple, pour l'économie de la France, on va parler de toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui vivent, achètent, vendent, qui ont des activités économiques sur le territoire donné. Donc l'économie de la France, c'est l'économie du territoire français, hein, plus précisément.
Alors, la première chose qu'il faut faire apparaître, c'est un principe évidemment fondamental en comptabilité, qui est l'équilibre ressources-emploi. Les ressources, la valeur des ressources est égale à la valeur des emplois. Et ça aussi, on peut le comprendre simplement. La valeur de la richesse telle qu'elle a été créée, c'est-à-dire les ressources, hein, c'est l'entrée, on va dire, de la richesse, c'est ce qui est à l'origine de la richesse, eh bien, ça va forcément se retrouver en termes d'emploi. Il n'y a pas de perte, normalement, entre les deux. Alors, si on prend cette équation, eh bien, on peut mettre des données derrière cette équation et retrouver cela. Alors, celle-là, c'est très simple, c'est une équation, mais vous allez voir, elle va être encore plus simple après. J'ai juste ici remis ce que j'ai mis dans le schéma tout à l'heure. C'est-à-dire j'ai mis les ressources à gauche du terme égal et puis les emplois à droite du terme égal. Alors les ressources, je les donne ici, hein, parce qu'il faut vous familiariser avec ces chiffres. L, indice O, c'est offre de travail. L, c'est travail, souvenez-vous, comme labor en anglais. Donc L, indice O, c'est offre de travail. P, indice G, c'est production non marchande, c'est-à-dire production G, government en anglais, donc c'est de l'État. P indice E, c'est production des entreprises. Et M, dernière ressource, c'est la ressource liée au commerce extérieur, c'est-à-dire les importations. Ah, donc là, on a bien les 4 ressources des 4 secteurs institutionnels qu'on a définis. Hein, donc la production marchande, la production non marchande, l'offre de travail des ménages et les importations du reste du monde. Alors tout cela devrait être égal à la valeur de tout ça. Alors la valeur, c'est-à-dire ici la demande de travail à la fois des administrations publiques, de l'État et des collectivités territoriales, etc., plus la valeur de la demande de travail des entreprises. Hein, évidemment, là, on devrait avoir une égalité entre LDG et LDE et LDO. On doit retrouver aussi dans cette équation la valeur de ce qui est destiné à la consommation finale. CF, c'est consommation finale des ménages, donc c'est-à-dire ce qu'on va utiliser pour son propre usage, ce qu'on va consommer pour son propre usage. Ça va être égal à la valeur de l'investissement. Alors là aussi, les investissements de tous les secteurs institutionnels. Je ne les ai pas distingués ici, parce que c'est un peu trop... ça rallongerait l'équation. Hein. Donc je mets I qui est égal à l'investissement des ménages, plus l'investissement des entreprises, plus l'investissement des administrations publiques. Et puis on a aussi comme autre emploi, on a G. G, ça représente les services publics, hein, la production non marchande, la valeur en termes d'usage de la production non marchande. Ici, on a la production non marchande ici, PG, mais en fait, elle se traduit en fait en un service public. Hein, par exemple, le service de l'éducation nationale est le produit d'une production de l'État français. Hein, c'est bien l'État qui le produit. Et ça va entraîner un service public. Alors ce service public G, il va bénéficier, on l'a vu tout à l'heure, aux ménages, mais aussi aux entreprises, hein, puisque les entreprises, elles bénéficient aussi quelque part du service d'éducation nationale, puisqu'elles disposent d'une main-d'œuvre bien formée. La consommation intermédiaire, CI, c'est ce qui va servir à produire des richesses. Ça se distingue de la consommation finale parce qu'elle n'est pas à destination des ménages, mais à destination des producteurs. Elle va être consommée, c'est les matières premières, par exemple, qui disparaissent lorsqu'on produit. C'est les produits semi-finis qui vont être intégrés aux produits finis. Hein, donc c'est cela, donc ça va évidemment vers les producteurs que sont les administrations publiques et les entreprises. J'aurais pu là aussi distinguer, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, nous avons les exportations. Toute la production qui n'est pas consommée dans le pays va se retrouver, va aller soit dans les autres pays, sous forme d'exportation, soit elle va être stockée. Hein, parce que là aussi, la production qu'on a réalisée, mais qui n'a pas d'usage, qui ne trouve pas son usage, eh bien, elle va être stockée. Donc ça, c'est un emploi, on va dire un emploi stérile, le stockage, mais pas toujours absurde, puisque derrière le stockage, il peut aussi y avoir des stratégies de production. Hein, c'est-à-dire qu'on peut décider de produire maintenant, de stocker pour... parfois, on a besoin de stock. Hein, on l'a vu pour les masques. On a besoin de stock de médicaments, on a besoin de stock de masques. Là, on a ici la question de la pandémie, mais on a aussi besoin de plein d'autres stocks. Quand on est un producteur de voitures, on a besoin de stocker des voitures au cas où tout d'un coup, il y a une grosse demande. Donc, ce n'est pas inutile d'avoir des stocks. Alors, je vous l'avais dit, je crois, la semaine dernière, mais je le répète, cet indicateur de stock, il est très utile.
il sert notamment à mesurer, à prévoir l'activité économique. Les conjoncturistes, c'est-à-dire ceux qui analysent la conjoncture, qui essayent de savoir ce qui va se passer dans les 3 prochains mois, c'est ça le conjoncturiste, il va regarder attentivement un certain nombre de variables qui sont des variables, ce qu'on appelle avancées, c'est-à-dire qu'elles vont nous dire ce qui va se passer plus tard. Et alors, il y a de nombreuses variables avancées qu'on va regarder, mais l'une d'entre elles, ça va être par exemple les variations de stock. Puisqu'on sait que quand les stocks baissent, ça veut dire que les entreprises, en général, elles vendent davantage que ce qu'elles produisent, et donc on peut s'attendre à ce qu'elles produisent davantage. Elles vont sans doute produire davantage plus tard. Et comme elles vont produire davantage plus tard, eh bien on peut s'attendre à ce que la production augmente. Voilà, c'est ça que ça veut dire. À l'inverse, si on constate que les stocks augmentent partout, dans toutes les entreprises, on peut s'attendre à une récession. Parce que ça veut dire que les entreprises n'arrivent plus à vendre, et donc très certainement elles vont réduire leur production, donc licencier des gens, fermer des usines, c'est ça que ça veut dire. Donc cette variation de stock, elle est très utile pour anticiper ce qui va se passer. On a d'autres choses, hein, les conjoncturistes, ils analysent aussi d'autres choses. Par exemple, ils regardent l'achat et la production de carton. Oui, parce que quand tout d'un coup on produit beaucoup de carton, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'emballage. Si on a besoin de beaucoup d'emballage, c'est que quelque part on a augmenté sa production. Donc il y a plein de choses comme ça que les économistes essayent de regarder pour essayer d'anticiper ce qui va se passer dans les 3-6 prochains mois. Sachant que la conjoncture, c'est vraiment les 3-6 prochains mois, voire l'année suivante. Ça devient très très difficile de prévoir ce qui va se passer dans 2 ans. On est incapable vraiment de le savoir. Alors c'est quand même important de prévoir à court terme, parce que ça détermine les rentrées fiscales, ça détermine, par exemple, quand l'État essaie de faire le budget. En ce moment, au mois d'octobre, tous les ans, l'État français vote un certain nombre le Parlement vote un certain nombre de ce qu'on appelle les projets de loi de finances. Hein, c'est combien nous faudra d'argent en 2021, combien l'État et les collectivités territoriales vont dépenser de l'argent. Il y a aussi le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est voté aussi par le Parlement, là aussi qui s'intéresse aux équilibres financiers de la sécurité sociale. Et donc évidemment, quand on vote cela, on a besoin d'avoir une forme de prévision de ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, en fait. Hein. Alors, encore une fois, difficile en octobre de savoir ce qui va se passer en toute l'année 21, mais on peut avoir quelques scénarios et on peut savoir comment est-ce que la situation est maintenant et donc comment elle va sans doute continuer de se produire dans les prochains mois. Alors, chaque année, le gouvernement est obligé de faire des prévisions de croissance économique. Alors, il s'appuie bien sûr sur ses propres services. Il s'appuie aussi sur les services de la Banque de France, qui ont aussi des prévisions, puis des économistes indépendants, des chercheurs indépendants qui vont aussi établir des prévisions. Donc voilà, on a besoin de conjoncturistes beaucoup pour ça. L'autre secteur qui a besoin de conjoncturistes, c'est le secteur de la banque, parce que lui aussi, il a besoin de prévoir les faillites. Il sait, par exemple, on sait très bien que lorsque on a une récession économique, le nombre de faillites augmente. Mécaniquement, j'ai envie de dire, lorsqu'au contraire on a une forte croissance, on va avoir un nombre de faillites qui va se réduire. Et pour les banques, c'est important parce que ça veut dire combien elles vont faire, quel risque elles ont de ne pas être remboursées. Et donc, il faut qu'elles mettent de l'argent en réserve en fonction de cela. Bon, alors je reviens sur cette équation. Donc cette équation, effectivement, elle n'est pas très belle, elle est un peu compliquée, et je vous propose du coup de la simplifier. Alors, première chose qu'on peut faire pour la simplifier, on peut enlever le marché du travail. Je vous invite à enlever les deux. Alors pourquoi ? Parce que finalement, le travail, ça ne s'intègre pas vraiment dans le PIB. C'est un facteur de production. Ce n'est pas une richesse au sens strict. C'est-à-dire que concrètement, le travail, c'est plutôt un coût en fait. Hein. Oui, on préférerait tous travailler moins. Donc l'évaluer, le comptabiliser comme de la richesse, ce n'est pas forcément pertinent. Voilà. Donc je vous propose de supprimer le marché du travail. Pour supprimer le marché du travail, eh bien, on va, vous voyez ici, supprimer des deux côtés de l'équation le travail. Ça ne change pas l'équilibre. Hein, l'équilibre reste le même, puisque l'offre de travail est égale à la demande de travail. Forcément, on a ici tout ce qui est... Je parle ici, évidemment, on peut dire, oui, il y a du chômage. Dans ce cas-là, l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Mais en fait, ici, on parle d'offre de travail qui va réellement au sein des entreprises et des administrations, hein, vers les producteurs. Donc, dans ce cas-là, tout le travail non demandé n'est pas inclus ici dans cette équation. Donc on peut tout à fait supprimer ces deux côtés. On ne change pas l'équilibre de l'équation. Alors deuxième simplification que je vous propose de faire,
c'est celle-ci. Alors celle-ci, qu'est-ce que ça veut dire ici? On va faire apparaître la valeur ajoutée Y. Souvenez-vous, Y, c'est la somme, c'est le PIB, d'accord? C'est la somme de la valeur ajoutée. Or, la valeur ajoutée, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur de la production moins la valeur de la consommation intermédiaire. Donc ici, la somme de la valeur ajoutée Y, c'est égal à la somme de P, de la production, la valeur de la production, moins la consommation intermédiaire, tout ce qui a été en quelque sorte détruit dans le processus de production. Alors, ça aussi, on l'a vu la semaine dernière. Alors désolé pour les lycéens, vous ne l'avez pas vu, mais peut-être que vous l'avez lu, cela dit, en terminale ou en première. Donc, Y égale P moins CI, ça veut dire P égale Y plus CI. Hein, ça, c'est un basculement d'équation, mais CI de l'autre côté. P, c'est quoi? P, c'est la production publique non marchande et la production marchande, c'est l'addition des deux. Donc, P plus G, enfin PG, pardon, excusez-moi, PG plus PE est égal à Y plus CI. Et si on a ça, alors ce que je vous propose, c'est de remplacer dans l'équation, ici, hop, PG plus PE par Y plus CI. Vous pouvez marquer comme ça, le faire avec moi. Ce qui compte, c'est que vous compreniez cette équation. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On s'aperçoit qu'on a CI des deux côtés, CI ici et CI ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime CI, et dans ce cas-là, on obtient cette équation-là. Cette équation, vous la retrouvez dans tous les manuels de première année d'économie. Y plus M, donc les ressources qui restent, la partie gauche de l'équation. Alors, on a supprimé CI parce que ça apparaît dans deux côtés. Donc, voilà, donc on n'a plus que Y et M ici, est égal à CF, donc consommation finale, plus investissement, plus production de services publics, plus pas CI, plus X, plus delta S, la variation de stock. Et bien voilà. Et bien ça, cette équation, il faut la savoir. Elle va être très utile pour plein de choses. Elle va être très utile en particulier pour comprendre, si vous avez des questions de synthèse à faire, vous verrez à la fin, dans le dernier cours d'IAE, je vous proposerai quelques questions de synthèse que je poserai éventuellement à l'examen, des questions sur 10 points. Parfois, c'est important de comprendre comment utiliser cette équation. Une des façons de le faire, c'est réfléchir sur la croissance économique. Qu'est-ce que c'est que la croissance économique? C'est la croissance de grand Y. D'accord? Donc, si vous avez cette équation, vous vous dites, si grand Y doit s'accroître, il faut bien que des choses ici s'accroissent. Donc, ça peut être la consommation finale, ça peut être l'investissement, ça peut être les services publics, ou ça peut être les exportations. Alors, parfois, on peut même refaire cette équation de manière plus simple en mettant Y égale, c'est encore plus simple, CF plus I plus G plus, enfin, CF plus I plus G plus X moins M. On peut d'ailleurs négliger les variations de stock, parce que finalement, pour comprendre la croissance, on ne va pas dire, pour avoir la croissance économique, il faut stocker davantage, c'est absurde. C'est coûteux les stocks. Donc on peut supprimer ça, et on peut dire, voilà, si on veut de la croissance économique, ça veut dire que grand Y croisse. Derrière, par quoi? Et on veut de la croissance? Parce qu'on veut de l'emploi, en fait, parce qu'on a des chômeurs. Eh bien, il va falloir agir soit sur CF, la consommation finale des ménages, il faut que les ménages consomment davantage, soit sur l'investissement, il faut que les entreprises, que le gouvernement, que les ménages investissent davantage, soit les services publics. C'est vrai que ça crée la croissance d'embaucher des fonctionnaires pour produire des meilleurs cours, par exemple, ou pour produire des meilleurs services publics dans la santé, dans la sécurité, etc. Tout ça permet d'augmenter Y. Et puis, ce qui va rester, c'est X moins M. X moins M, c'est la balance commerciale. Donc, dernier élément pour gagner de la croissance économique, avoir une balance commerciale excédentaire. Alors, attention, avoir une balance commerciale excédentaire, ça ne veut pas forcément dire ouvrir ses frontières. Parce que quand vous ouvrez la frontière, vous ouvrez dans les deux sens. Ce qui compte ici, c'est la balance commerciale. Donc, c'est ni protectionniste, ni libre-échangiste. Ce n'est pas ouvrir les frontières ou réduire les frontières. C'est réfléchir sur la manière d'avoir une balance commerciale excédentaire. Sachant que ce n'est pas très facile, parce que si tous les pays veulent avoir une balance commerciale excédentaire, ce n'est pas possible. Les excédents des uns sont les déficits des autres. Donc très souvent, on va dire que ça se résout plutôt, la croissance économique se résout plutôt là-dedans, c'est-à-dire dans la consommation finale, l'investissement et les services publics. Et nous verrons plus tard, dans le cours, la proportion de chacun. Mais on peut déjà dire que la consommation finale, c'est plus de la moitié du PIB. Donc sans hausse de la consommation finale, c'est difficile d'avoir une forte croissance.
Ça fait partie des grandes questions des économistes. Dans le plan de relance du gouvernement, si on peut en dire un mot, il n'y a pas grand-chose pour la consommation finale des ménages. Il n'y a même quasiment rien. On sait que les ménages qui consomment le plus sont les ménages les plus pauvres. Et il y a très peu d'argent qui est mis là-dessus. Il y a 100 milliards de plans de relance sur 2 ans, donc ça fait 50 milliards par an. Mais beaucoup vont en baisse d'impôts pour les entreprises, avec l'idée que les baisses d'impôts des entreprises vont rentabiliser, nous verrons dans le chapitre sur l'investissement, ça va augmenter le profit des entreprises et ça va augmenter l'investissement des entreprises. Donc il y a beaucoup d'argent qui est mis sur investissement. Mais ce n'est pas absolument gagné que ça permette d'augmenter la croissance. D'ailleurs, ça fait partie des grandes critiques qui sont adressées au gouvernement. Par ailleurs, vu la deuxième vague qu'on subit en ce moment, le plan de relance du gouvernement il est déjà caduc. D'ailleurs, il y a des mesures qui ont été annoncées d'urgence la semaine dernière, vous avez entendu. 150 € pour les bénéficiaires du RSA et pour les boursiers qui payent les APL. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça concernera peut-être certains d'entre vous. Vous allez peut-être recevoir 150 €. Si vous n'avez pas d'ordinateur, profitez-en pour en acheter un ordinateur. Je ne sais pas quand est-ce que, par contre, ces 150 € seront distribués. Voilà, mais c'est pour les boursiers qui touchent les APL. Ce n'est pas pour tous les boursiers et ce n'est pas pour tous ceux qui touchent les APL. Donc c'est un peu réduit comme argent. Il est clair que donner de l'argent aux boursiers et aux gens du RSA, ça va augmenter la consommation, parce que finalement, la seule chose qu'on peut y faire quand on a de l'argent et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est consommer. C'est rare qu'on épargne cet argent. Alors, cette équation va permettre aussi de faire apparaître d'autres identités comptables assez amusantes ou assez intéressantes, notamment celle-ci. Donc on reprend l'équation, puis on va la redéfinir autrement. On va trouver que y moins cf plus i plus g plus delta s égale x moins m. Alors x moins m, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la balance commerciale. C'est vrai que c'est assez intéressant de la regarder, parce que ça permet de se comparer un peu aux autres. Un pays qui a un excédent de balance commerciale, c'est un pays qui arrive beaucoup à vendre, dont l'industrie est efficace, parce que l'essentiel de ce qu'on exporte, c'est des produits industriels. Alors qu'au contraire, un pays qui a un déficit commercial, on peut dire qu'il a des soucis à produire de l'industrie, donc il va avoir souvent une industrie faible. C'est le cas de la France. La France, elle a une balance commerciale déficitaire. Le déficit, d'ailleurs, s'est accru avec la crise du Covid. Entre parenthèses, le déficit s'est accru en partie à cause de la hausse des importations de matériel médical, c'est sûr, mais aussi en partie à cause de la baisse des exportations, notamment d'Airbus, puisque c'est important dans la balance commerciale française des Airbus. Or, à cause de la crise dans le secteur aérien, on a reporté les achats d'Airbus, donc on se retrouve ici avec une balance commerciale qui est liée à la faiblesse des exportations françaises. Bon, alors cette balance commerciale, finalement, c'est quoi? Eh bien, on peut considérer que c'est l'écart entre la valeur de la production annuelle, donc c'est le PIB, c'est grand Y, et la demande domestique, ce qu'on consomme collectivement en France. Vous produisez 100, vous consommez 10, il reste 10, l'écart entre les deux, et ces 10, ils sont forcément, vous voyez, ces mécaniques sont forcément exportés. Ils contribuent forcément à l'écart, à une balance commerciale excédentaire. Si vous avez, au contraire, une production de 100 et une demande domestique de 110, alors c'est par exemple le cas à la situation aux États-Unis ou même en France, ça veut dire que les gens consomment davantage que ce qu'ils produisent en valeur. Et ça veut dire forcément que cela ne peut se traduire que par un déficit de la balance commerciale. Alors, quelque part, quand on réfléchit comme ça, on renverse aussi une chose. Par exemple, aux États-Unis, nous verrons tout à l'heure, quand on va étudier un peu l'économie américaine, aux États-Unis, il y a un déficit important de la balance commerciale depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est aux alentours de 6% du PIB, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup. Surtout que 6% du PIB américain, c'est beaucoup d'argent. Là aussi, on va le voir tout à l'heure. Mais ça veut dire en fait que les Américains, ils produisent 100 et ils consomment 106. Ça veut dire qu'ils consomment davantage que ce qu'ils produisent. Quelque part, c'est plutôt un bien pour les États-Unis.
pour les ménages américains. Ça veut dire qu'on va moins travailler pour avoir plus d'argent, plus de richesse. Là aussi, pensez que quand on raisonne en circuit réel, l'argent n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'on consomme comme richesse. Et donc les Américains, finalement, ils bénéficient d'un surplus de richesse par rapport à ce qu'ils contribuent en termes économiques. À l'inverse, les Allemands, ils ont eux un excédent commercial, qui est aussi l'équivalent, alors plutôt de 8% de leur PIB, ce qui est énorme. Alors on ne va pas voir l'économie allemande, j'aurais pu le faire, mais je ne le fais pas. Peut-être que je le rajouterai un jour. Un excédent commercial extrêmement important. Cet excédent commercial, il veut dire que les Allemands produisent pour 108 et ils consomment pour 100. Ça veut dire qu'ils travaillent plus que ce qu'ils prélèvent comme richesse. Quelque part, les Allemands produisent pour les Américains. Et ça veut dire que les richesses vont de l'Allemagne où elles sont produites vers les États-Unis où elles sont consommées. Et alors on peut dire que c'est bien pour les Allemands parce que du coup ça veut dire qu'ils ont plus d'emplois, mais on peut aussi dire en fait il y a une forme de peut-être qu'il y a une forme de domination. Quand quelqu'un travaille pour vous, c'est vous le dominez. Nous verrons en cours d'histoire des faits économiques, ceux qui choisissent l'option. Oui, vous devez choisir l'option entre histoire des faits et sciences politiques. Alors, si vous voulez une bonne note, prenez sciences politiques. Si vous voulez un cours intéressant, prenez histoire des faits. Non, d'abord, c'est pas vrai, parce que le cours d'histoire les cours de sciences politiques est très intéressant. Et il y a des gens qui ont des très bonnes notes de mon cours aussi. Mais en moyenne, ça fait rire. En moyenne, c'est vrai que les notes sont un peu plus faibles chez moi. Voilà. Je dis ça parce que je veux pas trop que vous ruez tous sur l'histoire des faits, parce que j'ai pas envie de corriger trop de copies aussi. Donc, non, bon, les deux cours, voilà, vous faites le choix que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en histoire des faits, nous verrons par exemple une chose, c'est comment est-ce que dans la Grèce antique, on avait une balance commerciale déficitaire, et ça signifiait quoi? Ça signifiait que la Grèce avait organisé autour du bassin méditerranéen une forme d'impérialisme économique. En gros, la Grèce faisait travailler ses colonies pour que ses citoyens bénéficient d'une richesse supplémentaire par rapport à ce qu'ils produisaient. Ça veut dire que la Grèce antique avait une balance commerciale déficitaire. Et en fait, on peut considérer que les États-Unis, le fait qu'ils aient une balance commerciale déficitaire, c'est plutôt un signe de puissance plutôt qu'un signe de faiblesse. C'est-à-dire que c'est l'impérialisme américain qui fait produire les Allemands pour eux, pour leur propre bien-être. Et donc, c'est une forme de domination économique. Alors, ce que je vous dis est discuté. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'en analysant l'économie sous la forme réelle, on peut aussi se rendre compte que la balance commerciale déficitaire ne signifie pas forcément une faiblesse. Ça peut être le signe d'une force. Ça peut être aussi le signe d'une faiblesse. Donc c'est là où je ne veux pas que vous interprétiez mal ce que je dis. On a tendance trop souvent dans la presse à dire une balance commerciale déficitaire, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe d'une industrie qui ne va pas bien, etc. Ce qui est souvent le cas, c'est vrai. Mais on peut aussi interpréter une balance commerciale déficitaire comme un signe qu'on arrive à faire travailler les autres pour soi-même, et donc c'est un signe de force. Et par exemple, pour les États-Unis, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le chiffre de la balance commerciale déficitaire. Et vous allez voir tout à l'heure, on va montrer un graphique, on va voir le déficit de la balance commerciale américaine est monumental, mais non seulement il est monumental, mais en fait il dure depuis 40 ans. Donc finalement, il ne gêne pas les États-Unis pour rester la première puissance mondiale. Et même, j'ai envie de dire que c'est un signe de puissance. Alors, d'autres choses qu'on peut regarder, c'est la part de la richesse publique et la part des dépenses publiques. Alors, la part de la richesse publique, c'est la part de la richesse que nous disposons, tous collectivement, qui vient de l'État. Alors, ici, je ne dis pas qui est produite par l'État, parce que parfois les choses sont un peu plus compliquées. Dans le schéma, souvenez-vous, une partie de la richesse générée par l'État vient des entreprises, parce que l'État achète un service aux entreprises qui ensuite redistribue gratuitement aux ménages. Donc une partie de la richesse publique distribuée par l'État peut être le fait d'entreprises privées. Si je prends un exemple tout bête, les routes que vous utilisez, ce n'est pas des fonctionnaires qui les réparent, c'est des entreprises privées du BTP
qui travaille pour l'État, qui lui va vous offrir une route gratuite. Donc la richesse publique n'est pas forcément égale à la richesse produite par les fonctionnaires. Elle peut être égale en partie par de la richesse produite par les entreprises privées, mais rachetée par l'État. Donc la richesse publique représente la richesse distribuée par l'État, d'accord ? Et la part de la richesse publique dans le PIB, c'est ce ratio-là, G divisé par grand Y. En France, ça représente 23,4% de l'économie, donc 23,4% du PIB. Ça veut dire un peu moins d'un quart de la richesse, c'est de la richesse qui vient de l'État, qui est payée par l'État, payée par nos impôts, on peut dire aussi, hein, c'est parce que c'est pareil. Donc la France n'est pas un pays socialiste au sens, c'est pas un pays entièrement socialisant dans lequel la majorité de la richesse serait réalisée par l'État. En fait, c'est moins de 25%. Cela dit, la France est plus socialisant, ou plus socialiste que les États-Unis ou la Chine. Nous allons voir les ratios pour la Chine et les États-Unis, on verra qu'ils sont nettement inférieurs aux ratios français. Alors, on comprend très bien quand on compare avec la situation américaine. Les universités aux États-Unis sont quasiment toutes privées. Donc, ça veut dire que vous avez parfois 20 000 euros hein, ou 30 000 $, enfin des choses, des frais d'inscription extrêmement élevés aux États-Unis dans les universités. Voilà, vous avez aussi la santé qui est très largement privée aux États-Unis. Donc, vous avez un certain nombre de services qui sont pas dispensés par l'État, qui sont dispensés qui sont achetés sur le marché par les ménages. Et donc forcément, vous avez un ratio G sur Y qui sera plus faible aux États-Unis qu'en France. Alors ensuite, il ne faut pas confondre cette part de la richesse publique avec un autre chiffre qu'on voit partout. Celui-là, on ne le voit nulle part. Hein. Vous ne trouverez jamais dans la presse ce chiffre. Pourtant, je pense qu'il est extrêmement pertinent, et à mon avis plus pertinent que ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est la part des dépenses publiques. La part des dépenses publiques, c'est la part des services, la valeur des services produits, d'accord, G, mais on rajoute aussi la part de la consommation intermédiaire rachetée par l'État, parce que c'est bien de dépenses publiques, on a acheté des routes à une entreprise privée. C'est bien ici, l'État a bien payé quelque chose, donc c'est aussi des dépenses. Il a payé des fonctionnaires, c'est G, il a payé ça. Et même parfois, il va payer ça 2 fois. Par exemple, l'État peut acheter des services privés qu'il veut ensuite redistribuer. On va les compter dans la redistribution G et on va les compter dans l'achat. Ça va les compter 2 fois. Et puis, il y a aussi une part très importante de la dépense publique qui est la dépense de redistribution, R. Redistribution en espèces. Parce que l'État, il donne des services publics, c'est-à-dire il produit des services, par exemple l'éducation, la santé, etc. Mais il a aussi une autre fonction qui est de prélever l'argent des ménages et de les rendre aux ménages. Alors globalement, ce R, il ne change pas les revenus globaux des ménages. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas ici dans les circulations réelles, parce que par définition, ce n'est pas du réel, c'est des espèces. C'est de la monnaie qui recircule, en fait. Alors, la part la plus importante du R, donc des dépenses de redistribution de l'État, c'est les retraites. Les retraites, on cotise, enfin peut-être pas vous, vous êtes étudiant, mais moi, oui, et la plupart des gens qui travaillent, oui, on cotise, c'est marqué sur la fiche de paie, aux organismes de sécurité sociale pour cotiser pour la maladie, pour la vieillesse, etc. Donc c'est de l'argent qui est prélevé sur notre fiche de paie. Et cet argent, il va directement à qui? Non pas à l'État. C'est ça qu'il faut bien faire attention. Ce n'est pas de l'argent qui va à l'État. Pas du tout. Pas un centime ne va à l'État ou aux administrations publiques. Cet argent, il est immédiatement redistribué aux ménages, aux retraités, où il va rembourser les dépenses de maladie des gens. Donc ce R, en fait, il ne peut pas apparaître dans le schéma de circulation réel parce que c'est de l'argent qui va des ménages vers les ménages, sans passer par autre chose. C'est la sécurité sociale, et en fait, il y a très peu de fonctionnaires qui travaillent à la sécurité sociale. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Il y a des coûts de gestion de ce tuyau qui va des ménages vers les ménages. Mais en fait, très peu. Il y a très peu d'agents publics qui travaillent vraiment à la sécurité sociale. Et, alors, il y en a quand même quelques-uns, parce que parfois, évidemment, on contrôle, par exemple, si vous touchez les APL, vous allez à la caisse d'allocation familiale, il y a bien des fonctionnaires qui y travaillent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient que vous avez bien droit à ces ressources. Donc il y a tout un aspect contrôle des dépenses, qui évidemment est important.
Pareil, si vous allez chez le médecin, vous faites rembourser. Maintenant, d'ailleurs, avec la carte vitale, c'est automatique. Mais parfois, ce n'est pas automatique. Et donc, parfois, il faut des fonctionnaires pour traiter le dossier. Donc, tout ça veut dire que, même pour la retraite, il faut évidemment des fonctionnaires pour traiter les dossiers, ou vous ouvrir des droits à la retraite, et puis aussi clôturer, quand la personne décède, clôturer ses droits à la retraite, pour éviter qu'on continue. Donc, vous voyez, ce n'est pas automatique, le tuyau. Il a besoin d'un certain nombre de fonctionnaires pour vérifier que ce tuyau fonctionne. Mais le but, quand même, de tout ça, c'est des ménages vers les ménages. On pourrait d'ailleurs tout à fait imaginer, c'est le cas aux États-Unis, des systèmes de retraite privés. Et dans ce cas-là, vous avez aussi des coûts de gestion, vous avez aussi des gens. Alors, c'est les fonds de pension, par exemple, des fonds donc, dans lesquels vous, individuellement, vous, les salariés, cotisent auprès d'un fonds pendant toute leur vie de travail, et puis ensuite, quand ils sont à la retraite, ils touchent une allocation en retraite. Et donc, c'est la même chose, c'est le même principe, en fait, que la retraite française. C'est toujours... vous dites, oui, c'est pas le même principe, parce qu'il y a une capitalisation. Mais en réalité, la capitalisation, sur le fond, ça ne change pas grand-chose. L'argent que vous cotisez à ces fonds de retraite, ces fonds de pension, il va servir immédiatement à payer les retraites du fonds de pension aussi. Parce que, en fait, le fonds de pension, il ne garde pas l'argent pendant des années et des années. Il redistribue cet argent immédiatement à des retraités qu'il a en charge. Et donc, alors parfois, il va essayer de garder un petit matelas de secours, mais cet argent va être immédiatement redistribué aussi. Et pareil, il y aura des gens, des salariés du fonds de pension, qui soient privés, ça ne change rien. Il y aura toujours des gens pour vérifier les dossiers, ouvrir des dossiers, clôturer des dossiers, vérifier les cotisations, etc., etc. Et parfois, d'ailleurs, s'il y a un déséquilibre démographique, il peut y avoir des changements dans le contrat. Même dans les systèmes de fonds privés américains, vous n'êtes pas garanti d'avoir une retraite définie dès le départ. Parfois, la retraite peut être fonction de votre salaire, elle peut être fonction de plein de choses. Et parfois, ce n'est pas garanti. De la même façon que le système français public, vous n'êtes pas garanti que le niveau de retraite, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 20 ou 30 ans, pour moi, et d'ici 40 ou 50 ans pour vous. Et sans doute que, on a plein de réformes des retraites, sans doute que la retraite n'est pas celle d'aujourd'hui, en fait. Elle ne sera pas calculée de la même façon qu'elle est calculée aujourd'hui. On a aussi les allocations familiales. Dans le R, on a les retraites, les allocations familiales, les remboursements de maladie. On peut aussi avoir les subventions aux entreprises. L'État, il subventionne des associations, il subventionne des entreprises. Et ça fait partie de la dépense publique, elle aussi. Alors là, ce n'est pas des ménages vers les ménages. C'est des ménages via leurs impôts vers les entreprises ou les associations ou autre chose. Alors, ce qui signifie, oui, pour terminer sur ce chiffre-là, ce chiffre est bien plus élevé que celui-ci. Et souvent, quand on dit... Alors, c'est un chiffre qui date de 2018. Donc, ce n'est pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans. J'aurais dû le dire quelque part. Ce chiffre, c'est souvent ce chiffre-là qui est montré par les médias. Alors, pourquoi celui-là et pas celui-là? Franchement, je ne sais pas. Mais clairement, ça donne l'impression, quand on regarde ce chiffre, on dit « Ah, les dépenses publiques représentent 56,5% du PIB, ça veut dire que la France est un pays socialiste. » Vous allez sur Internet, vous trouverez ça partout. Les gens, ils se disent « C'est terrible. L'ensemble, enfin, plus de la moitié de la richesse, elle est socialisée. » Alors en fait, c'est faux à 2 titres. Premièrement, c'est faux pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que cet argent, une grande partie de cet argent, la majorité en fait de cet argent, 56 c'est plus que 2 fois plus que 23, la grande majorité de cet argent, c'est l'argent qui ne passe pas entre les mains de l'État, c'est-à-dire qui va des ménages vers les ménages, et dans ce cas-là, ou qui subventionne les entreprises par exemple, dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'argent qui est socialisé au sens où c'est l'État qui décide de son affectation. L'État ne décide pas de l'affectation des retraites, enfin il fait des lois régulièrement, mais c'est distribué pas de manière... ce n'est pas une décision. L'État ne peut pas dire tiens, vous n'aurez pas de retraite. Ça, ce n'est pas possible. Il peut changer la manière de calcul des retraites, mais il ne peut pas changer les retraites des individus. Donc ça, c'est le premier élément, c'est que ce n'est pas de la même nature la redistribution que la production de services publics. Puis un deuxième élément, c'est CI. Je dis CI, en fait, il va être compté 2 fois. Il va être compté en intrant et en extrant, en input et en output. Et en fait, ce n'est pas une part du PIB, la dépense publique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont apparaître 2 fois. Le CI, il a disparu
hein, dans le PIB ici. Il n'existe plus. Donc, si on le réintègre ici, ça veut dire qu'on n'a pas un rapport de quelque chose qui est la même chose. Autrement dit, la dépense publique n'est pas une proportion du PIB. Parce que dans le PIB, on enlève CI. Et ça, c'est très important. Alors, je vous invite à lire les textes de Christophe Rameau. Alors, Christophe Rameau, c'est R-A-M-A-U-X. C'est lui qui a soulevé le lièvre très souvent. Alors, vous tapez Christophe Rameau sur Google avec dépenses publiques et vous verrez plein de textes en libre accès, puisqu'il dit ça depuis maintenant 10 ans. 56% n'est pas, c'est un indicateur intéressant, mais ce n'est pas une part du PIB. Donc ça ne veut pas dire que la majorité du PIB est affectée et dépensée par l'État, c'est faux. Et il le dit parce qu'il y a, alors évidemment, plein de journalistes qui se trompent, et souvent pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer un État obèse qui ponctionne l'économie, etc. Donc ce n'est pas innocent de se tromper, évidemment. Parfois on se trompe parce qu'on a bien envie de se tromper. Mais il y a aussi des gens de gauche qui se trompent, et y compris des économistes qui se trompent. Thomas Piketty, dans Le Capital au XXIe siècle, qui se trouve d'ailleurs sur Moodle. Oui, je n'ai pas le droit, mais je l'ai mis sur Moodle en PDF. C'est un très bon livre, Le Capital au XXIe siècle. Vraiment un livre excellent, très intéressant, bien meilleur que son tout dernier livre, Capital et idéologie, que je vous invite à ne pas lire. Je vous invite plutôt à lire l'autre. Mais dans ce livre, il se trompe. Il dit lui aussi que les 56% du PIB, c'est très important et ça correspond à une part du PIB. On ne pourra jamais aller au-delà de 60% parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de PIB privé. Mais non, Thomas, non, ça ne marche pas comme ça. Lis Christophe Rameau, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Bon, tous les économistes peuvent se tromper, hein. Moi, je ne fais pas exception, y compris les économistes les plus connus, les plus médiatiques, peuvent évidemment se tromper. Et le livre de Thomas Piketty, encore une fois, je répète, il est excellent, mais il contient quelques erreurs, dont celle-là. Il y a d'autres erreurs aussi, mais je ne vais pas vous faire la liste. Ce n'est pas le sujet du cours. Alors, autre élément qu'il faut comprendre. Très souvent, on utilise ces chiffres-là pour comparer les pays entre eux. Par exemple, ici, c'est très intéressant, vous allez le voir, de comparer les chiffres de la part de la richesse publique en France, donc 23,4%, avec la Chine ou les États-Unis ou l'Allemagne ou d'autres. Ça, pour le coup, c'est un véritable bon indicateur de la socialisation de l'économie. Hein, on peut dire que c'est un bon indicateur, bien meilleur que ce chiffre-là. Mais par contre, quand on fait des comparaisons internationales, il y a des limites et des biais dans lesquels il faut éviter de tomber. Première chose, c'est qu'une comparaison internationale, parfois, alors ce n'est pas le cas ici quand on est sur des pourcentages, mais parfois quand on compare les valeurs monétaires de la richesse, par exemple, on va regarder le coût de la richesse, par exemple les coûts des dépenses de santé aux États-Unis par rapport à la France. Très souvent on fait ça. Si on regarde les coûts en termes en monnaie, on va avoir un problème de change. C'est-à-dire qu'on va comparer le coût en dollars avec un coût en euros. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rétablir l'écart, enfin la même monnaie pour comparer correctement les choses, et donc soit mettre en euros, soit mettre en dollars. Mais quand on fait ça, il faut qu'on choisisse un taux de change. Or, le taux de change du dollar par rapport à l'euro, il varie tous les ans. Donc, quel taux de change on prend ? Ça, c'est très embêtant. Si vous prenez un taux de change, vous calculez le PIB par habitant en dollars, vous avez 60 000 $ aux États-Unis. Et puis vous avez en France, vous avez, je ne sais plus, tout à l'heure, on va le voir, peut-être 30 000 €. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comparer le dollar à l'euro. Est-ce qu'on prend au taux de change de 1 pour 1 ? Dans ce cas-là, ça veut dire 30 000 $ pour la France. On est deux fois moins riche qu'aux États-Unis. Mais si on prend 1,5, là, ça va changer beaucoup. On va être 30% moins riche. Donc, on voit bien que le taux de change qu'on va utiliser va avoir des changements importants. Par exemple, parfois on dit qu'il y a quand on calcule la récession dans PIB par habitant, par exemple pour le Brexit, il y a eu énormément de chiffres qui disent « Ah, l'économie anglaise va très mal ». Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la livre anglaise a baissé. Et donc, toutes les comparaisons qu'on faisait avec l'Angleterre,
Comme le PIB anglais, il est compté évidemment en livres sterling, si la livre sterling diminue, tout d'un coup, le PIB anglais va diminuer, comparé lorsqu'on compare en euros. Mais en fait, la baisse de la livre sterling n'a peut-être pas d'effet sur le pouvoir d'achat réel des Anglais, en tout cas à court terme. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui sont un peu embêtantes. Donc premier biais, attention, quand on compare deux pays entre eux, quand ils n'ont pas la même monnaie, la comparaison peut être biaisée. Deuxième chose qu'il faut noter ici, c'est que quand on compare la valeur d'un service non marchand avec la valeur d'un service marchand, on ne les comptabilise pas de la même façon. Alors souvenez-vous, ça aussi, on l'a vu la semaine dernière, un service non marchand fait partie du PIB parce qu'il est monétarisé. Il est donc quantifiable, sa valeur est quantifiable. Comment on quantifie un service non marchand, comment on quantifie la valeur d'un service non marchand? On regarde son coût de production. C'est normal, on ne peut pas regarder son prix de vente puisqu'il n'est pas vendu sur le marché. Il est donné. Par exemple, si on veut savoir quelle est la valeur de ce cours, il faut regarder combien ça coûte, ce cours. C'est-à-dire mon salaire, mais aussi l'entretien de l'amphi, l'électricité, les matériels que j'utilise. Voilà, tout ça, c'est le coût du cours. Quand vous prenez le même cours, mais cette fois-ci fait par un enseignant d'une école de commerce, alors la valeur de ce cours sera quantifiée par rapport aux ventes, aux frais d'inscription. C'est-à-dire parce qu'une école de commerce, elle vend un produit, elle vend une année d'études avec des frais d'inscription. Bien, ça va dépendre donc du prix de vente. Bien sûr qu'on va diviser ensuite tous les cours enseignés, etc. Tout ce qui est bien marchand est évalué avec son prix de vente, hors taxe, et tout ce qui est service public est évalué par rapport à son coût de production. Mais la comparaison de l'un et l'autre n'est pas tout, donc crée un biais, parce qu'on n'évalue pas de la même façon. Et ce biais, il se trouve où? Il se trouve dans le fait que la plupart des entreprises, elles vendent à un prix supérieur à leur coût de production, parce qu'elles font une marge. Si la marge est de 10%, ça veut dire que l'objet vendu, produit par une entreprise privée et marchande, sera forcément 10% plus cher que son coût de production. Ce qui veut dire que si une entreprise, enfin un État, produit un service non marchand, en quelque sorte, la marge ne sera pas intégrée, et donc on va considérer que sa valeur sera 10% plus faible que la valeur d'un bien marchand. Et ça crée un biais pour comparer le marchand et le non marchand, évidemment, au sein d'une économie. Mais ça crée aussi un biais important quand on compare des économies différentes où la part du non marchand n'est pas la même. En France, la part du non marchand est plus importante qu'aux États-Unis. C'est-à-dire la part des services non marchands produits par l'État, la part de G, mais on peut rajouter aussi les associations caritatives, mais ça ne change pas beaucoup d'un pays à l'autre. Mais la part de G est très différente en France et aux États-Unis. Mais ça veut dire quelque part qu'en France, la part de G, elle est plus importante, donc ça veut dire qu'on va comptabiliser la valeur de G sans doute à un niveau plus faible qu'aux États-Unis. Par exemple, on va comptabiliser un cours dans une université américaine, il va avoir bien plus de valeur dans le PIB parce qu'il est vendu à un prix très élevé aux étudiants. D'ailleurs, c'est un vrai problème pour les étudiants américains. Alors qu'en France, on va comptabiliser uniquement au coût de production, et puis comme en plus, on essaie de réduire les coûts et qu'on n'augmente pas les salaires des fonctionnaires, et qu'on n'augmente pas, enfin surtout, ce n'est pas un problème de salaire, c'est le problème qu'il n'y a pas de hausse du nombre de profs à l'université depuis 10 ou 15 ans quasiment, alors que le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter. Donc ça veut dire que dans le PIB, la valeur du cours ne change pas, alors que de fait, on enseigne à de plus en plus de personnes. Si on était un service marchand, on aurait un ratio qui ferait que plus il y a d'étudiants qui viennent dans nos cours, plus ils payent de frais d'inscription et plus notre valeur du cours augmente. Alors que calculé avec la méthode de coût de production dans le service public, le fait qu'on ait 10 ou 15% d'étudiants en plus par rapport à il y a 10 ans n'a pas du tout augmenté la valeur de notre cours, puisqu'on est payé toujours pareil. Donc vous voyez bien que là, ça crée des écarts. Alors, c'est très important ça aussi, parce que moi mon sentiment, c'est que les étudiants, enfin les gens, les gouvernements, ont tendance à toujours considérer les services publics, la production de services publics comme un coût et jamais comme une richesse.
Or, on voit bien ici que ça fait partie de la richesse. G fait partie de la richesse. Et du coup, ils vont toujours minimiser les coûts. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils minorent le PIB. Et donc la croissance économique. En même temps, ils disent qu'il faut augmenter la croissance. Et en même temps, ils font tout pour diminuer une composante importante de la croissance du PIB, quasiment 25%, en essayant de diminuer G le maximum. Quand on y réfléchit un peu, c'est un peu aberrant. Alors bien sûr, si on augmente tous les fonctionnaires si on double les salaires de tous les fonctionnaires, on va faire augmenter G sans forcément améliorer la qualité de service produit par les fonctionnaires. Donc la comptabilisation ne peut pas se faire, on ne peut pas dire juste je vais augmenter les salaires des fonctionnaires pour augmenter le PIB. Certes, ça augmentera mécaniquement le PIB, mais est-ce que les gens ils auront l'impression d'avoir davantage de richesse? Pas forcément. Par contre, augmenter le nombre de fonctionnaires pour améliorer la qualité du service, ça coûtera plus cher, bien sûr, mais d'un autre côté, ça sera une véritable richesse en plus pour les gens. Oui, par exemple, on pourrait avoir des TD à 20 et on n'aurait pas eu besoin de diminuer le total de la valeur du cours qu'on fait. Alors, d'ailleurs, en passant, j'ai appris récemment que pendant le confinement, l'INSEE a décidé de diviser de 30% la valeur des services publics. Parce qu'elle considère que le service public s'est dégradé, ce qui est vrai. Hein. Et donc, elle a divisé de 30%. Mais en Allemagne, ils n'ont pas fait ça. Ils ont considéré que les services publics ont été de même valeur pendant le confinement qu'avant. Donc ça veut dire que là aussi, quand on compare la croissance du PIB allemand et française, comme on n'a pas utilisé les mêmes méthodes de calcul, on aura des chiffres différents. Bon, vous voyez, quand on regarde dans le détail des chiffres, il y a plein de questions qui sont posées, questions qui, à mon avis, sont intéressantes. Alors, je vois qu'il est midi, et donc je vous propose de faire une pause de 10 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour ça. Je marque ça pour ceux qui... Pour ceux qui suivent en ligne. Voilà, comme ça, ils verront qu'on est en pause, là. C'est très pratique. Ouais, c'est beau.
Alors, nous allons reprendre. Donc là, je vais enlever la pause. Voilà. OK. Donc, pas de questions de la part des étudiants qui... Alors, combien ils sont? Tiens, je vais regarder. 60. C'est pas beaucoup, hein. Il y en a plein qui se disent je vais attendre de regarder pendant les vacances. Alors, on ne m'a pas posé de questions, à part certains étudiants qui sont arrivés en retard. Alors, je sais qu'il y a des étudiants qui sont arrivés en retard, pour plein de raisons. Certains étudiants étrangers sont arrivés en retard parce qu'ils ont eu du mal à trouver un visa. Enfin, ça, c'est comme ça, c'est la galère tous les ans. Bon, l'étudiant en question, lui, il a passé le bac en candidat libre, et puis le bac a été... voilà, les résultats sont arrivés très tard. Donc, il y a... bon, alors, ce que je vais faire de manière exceptionnelle, pendant les vacances, je vais remettre en ligne toutes les vidéos. Alors, je sais que ça aidera aussi ceux qui, soit n'ont pas pu écouter un cours, soit, etc. Mais attention, ça sera que pendant la semaine des vacances. Là aussi, pour une raison normale. Enfin, je veux dire, moi, mon objectif, c'est pas de vous embêter, de vous empêcher de réviser. Mon objectif, c'est de vous faciliter le travail. Mais pour ça, il ne faut pas que vous preniez de mauvaises habitudes et il faut que vous regardiez les vidéos au fur et à mesure, ou que vous assistiez au cours au fur et à mesure. Néanmoins, voilà, je sais qu'il y a cet étudiant, par exemple, il vient d'arriver cette semaine. Le pauvre, il va bien falloir qu'il passe les examens. Comme il y a une possibilité pour moi de vous donner les vidéos de l'ensemble du cours, je vais les remettre en ligne dès la fin de la semaine. Donc, toutes les anciennes vidéos seront disponibles. Par contre, dès le 2 novembre, ça sera terminé. Donc, là aussi, pour éviter que vous vous dites, tiens, je vais regarder ça pendant les vacances de décembre. Voilà, c'est pas une bonne idée, quoi. Alors, continuons ce chapitre 3. Donc, j'essaie de vous faire comprendre. Alors oui, un lycéen est venu me voir pour me demander, est-ce que... alors lui, il a trouvé les équations très compliquées. Mais vous savez que c'est pas si compliqué parce que vous avez fait le cours la semaine dernière et que lui, finalement, il débarquait. Mais que c'est ces trucs? Bon, alors c'est pas des maths, hein, c'est de l'économie, c'est pas des maths. On fait pas des trucs très compliqués ici. Mais il m'a demandé si ces équations que je présentais, c'était universelles ou non. Et en fait, oui. C'est-à-dire que le grand Y qui est égal au PIB, c'est vrai en France, c'est vrai ici à l'Université d'Angers, c'est vrai à Paris, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Chine. Dans tous les pays du monde, on va utiliser le grand Y comme le symbole du PIB. Donc je vous prends les données telles qu'on les utilise dans toutes les revues académiques et de recherche. Et l'équation que je viens de vous montrer, c'est une équation, vous la trouverez facilement n'importe où, sur n'importe quel cours. Hein, l'équation grand Y plus M égale CF. Alors, parfois, il y a quelques petites nuances. C'est-à-dire, est-ce qu'on met G ou pas? Pas tout le temps, mais je pense qu'il vaut mieux le mettre. Donc, CF plus I plus G plus X plus delta S, ça, c'est une équation que vous trouverez partout. Alors, quand on ne met pas G, on intègre G dans la consommation finale. C'est la consommation finale de services publics. En fait, c'est la consommation finale de services non marchands. Donc, on n'est pas obligé de distinguer G de CF. Voilà, c'est pour cette raison que parfois on le met ou parfois on ne le met pas. Mais je pense qu'il vaut mieux le mettre parce que ça permet là aussi de mieux comprendre le fonctionnement de l'économie si on n'oublie pas qu'il y a du marchand et du non marchand. Alors, le produit intérieur brut. Donc le produit intérieur brut, c'est la même chose que grand Y. Hein. On peut mettre PIB, si vous cherchez sur Google, par ça vous trouverez PIB à la place de grand Y. C'est aussi tout à fait acceptable. Le PIB, c'est donc l'ensemble de la richesse produite. Et ça, il faut bien insister, c'est produit. Ce n'est pas l'ensemble de la richesse disponible, c'est l'ensemble de la richesse produite. On le calcule donc sur une période, puisque c'est un indicateur de flux. Un flux, ça veut dire que tous les ans, ça revient, c'est quelque chose qui circule. Si on prend un PIB trimestriel, a priori, il sera 4 fois plus faible que le PIB annuel. En général, on n'a que 2 formes de PIB, le PIB trimestriel et le PIB annuel. On ne va pas regarder le PIB décennal, tout ça nous semblerait complètement bizarre. On ne va pas vraiment prendre aussi le PIB mensuel, on pourrait éventuellement le calculer, mais
ça fait dire des gros calculs pour pas grand-chose. Le plus courant, c'est quand même d'utiliser le PIB annuel. Pourquoi le PIB annuel? Parce que dans la production de richesse, il y a des phases. Il y a des moments où on produit plus de richesse que d'autres. Pendant l'été, par exemple, beaucoup d'usines ferment, beaucoup de services ferment, beaucoup d'artisans prennent leurs vacances. Donc on va se retrouver en général au mois d'août à avoir un PIB bien plus faible que par exemple au mois de décembre, où là c'est l'inverse, on essaye d'ouvrir les magasins plus, etc. Donc le PIB fluctue dans l'année. Donc très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le PIB annuel, comme ça on supprime toutes les fluctuations. Le PIB fluctue dans l'année, et quand on veut regarder le PIB trimestriel, parfois on calcule, alors ça vous verrez, bon, pas cette année, mais quand vous commencerez à regarder dans les statistiques de l'INSEE ou les statistiques européennes, vous verrez que parfois on a des PIB corrigés ou des indicateurs corrigés des variations saisonnières. Alors ça, c'est une opération que vous apprendrez à faire normalement, j'espère en tout cas, moi je l'avais appris quand j'étais en licence. Vous apprendrez à corriger les variations saisonnières qui sont classiques. Par exemple, le PIB du troisième trimestre, c'est-à-dire le PIB qui inclut les mois de juillet, août et septembre, c'est un PIB qui est en général plus faible que le PIB du quatrième trimestre. Donc quand on le calcule, il faut savoir si cette faiblesse elle est normale ou pas. Si elle est liée au fait que c'est le PIB du troisième trimestre et tous les ans elle est plus faible, ou si c'est une faiblesse du PIB qui est liée à un aspect conjoncturel. Et dans ce cas-là, on a des manières de supprimer l'effet saisonnier. Et donc quand on regarde en général les chiffres du PIB, il faut toujours vérifier si les chiffres du PIB du trimestre, par exemple, c'est un chiffre corrigé des variations saisonnières ou non. Pareil pour d'ailleurs les indicateurs comme le chômage ou autre. Parce que le chômage, lui, on va le regarder tous les trimestres ou tous les mois. Pareil, il faut vérifier que les taux de chômage qu'on regarde sont bien corrigés des variations saisonnières. Parce que là aussi, le taux de chômage, il fluctue beaucoup. Quand les étudiants de M2, ils ont leur diplôme, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, ils s'inscrivent à Pôle emploi. Donc évidemment, au quatrième trimestre, à partir d'octobre à décembre, il y a tout d'un coup une hausse du nombre de demandeurs d'emploi, qui ne veut pas dire grand-chose en fait. Ça veut juste dire que très souvent ils trouvent un emploi assez vite. Oui, parce que les étudiants de M2, ils terminent en octobre, après leur stage, etc. Enfin, très souvent. Voilà, donc il faut regarder ce genre de choses. Alors, le produit intérieur brut, donc, c'est l'ensemble des richesses produites. L'ensemble des richesses, alors je ne l'ai pas dit ici, mais souvenez-vous du début du chapitre, c'est l'ensemble des richesses dont la valeur est calculable, donc des richesses monétarisées. C'est pas, j'aurais dû le dire d'ailleurs, monétarisées, parce qu'il y a une partie des richesses qui ne sont pas monétarisées et qui ne sont pas dans le PIB. Donc vous mettez un petit astérix, l'ensemble des richesses monétarisées produites. Le PIB représente une richesse consommée, mais une richesse, je ne suis même pas capable de lire ma propre diapo. Le PIB ne représente pas la richesse consommée, mais la richesse produite. Alors c'est pour ça que ce n'est pas un indicateur du niveau de vie réel. Alors il y a deux choses qu'il faut dire ici. La richesse produite, donc mesure le PIB, elle est mesurée par le PIB, mais une partie, on l'a vu tout à l'heure, une partie de la richesse produite peut être exportée. Et dans ce cas-là, elle ne va pas bénéficier aux gens qui l'ont produite. Inversement, on peut avoir de la richesse qui va être importée. Et dans ce cas-là, on va consommer de la richesse qui ne sera pas produite sur le territoire. Donc il faut bien distinguer ces deux choses-là. D'autre part, je ne sais pas si c'est dit ici, voilà. Ben voilà. Le PIB ne va pas prendre en compte la richesse non monétarisée, c'est-à-dire la richesse domestique. Alors la richesse domestique, c'est la richesse qu'on produit, alors, comme son nom l'indique, à la maison, c'est-à-dire chez soi en quelque sorte, et qui ne va pas donner lieu à des transactions monétaires. Alors je mets ici l'exemple de la femme de ménage. Alors parfois je demande aux étudiants en un examen qu'est-ce que la richesse domestique ou qu'est-ce que le PIB, et ils me disent, ils me répètent quasiment la diapo, puis après ils mettent exemple de la femme de ménage. Ça ne veut rien dire. Si vous mettez juste exemple de la femme de ménage, comment voulez-vous que je comprenne? Exemple de la femme de ménage, c'est un truc que je vais raconter maintenant. D'accord? Donc, soit vous le racontez en vrai, complètement, soit vous ne le racontez pas, mais vous ne dites pas exemple de la femme de ménage sur une copie. Bon, alors c'est quoi l'exemple de la femme de ménage? Imaginons que j'ai une femme de ménage qui vient toutes les semaines nettoyer ma maison. Cette femme de ménage, je la paye.
comme je la paye, il y a une transaction économique qui est comptabilisée par les administrations et donc qui est comptabilisée et intégrée dans le PIB. Si je lui donne, je dis n'importe quoi, 60 € par semaine pour faire 2 heures de ménage, en comptant tout, eh bien ça voudra dire que le PIB va augmenter de 60 € par semaine. Maintenant, imaginons, et c'est ça l'exemple, imaginons que nous tombons amoureux l'un de l'autre et que nous habitons ensemble et que comme elle est super douée pour faire le ménage, elle continuera de faire le ménage. Moi, je ferai la cuisine. On partage les tâches ménagères chez moi. Que va-t-il se passer? Du point de vue du PIB, il y aura une disparition d'activité. Mais du point de vue de ma maison, il y aura toujours le ménage qui sera fait. Donc, il ne s'est rien passé en réalité, au point de vue de la répartition des tâches. Elle fait toujours le ménage chez moi, moi je fais la cuisine, je travaille plus parce que maintenant il faut nourrir 2 personnes. Mais concrètement, la maison est toujours aussi propre. Donc la richesse n'a pas changé. La richesse dont je dispose n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que maintenant, le PIB, lui, va baisser. Et donc ça vous montre l'exemple de la femme de ménage. Donc l'exemple de la femme de ménage qui, c'est un exemple assez célèbre en économie, hein, qui fait le ménage gratuitement après l'avoir fait en payant, en quelque sorte. Eh bien, ça va entraîner une baisse du PIB, comptabilisée comme baisse du PIB, mais qui ne va pas être en réalité une baisse de richesse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la raison pour laquelle le PIB est une mesure forcément imparfaite de la richesse. Pour cette raison-là. Bon, et puis il y a d'autres choses. Je peux payer ma femme de ménage au noir. Dans ce cas-là, si je lui donne un billet de 50, par exemple, du coup, j'économise les frais, les charges, etc. Donc, alors, du coup, attention, il ne faut pas faire ça, parce que en fait, ça voudrait dire qu'elle ne paiera pas ça pour sa retraite, ce qui est très mal. Et en plus, c'est illégal. Mais enfin, il y a des gens qui le font. Ils payent au noir. Quand on paye au noir, en fait, du coup, c'est plus déclaré, du coup, c'est plus comptabilisé, et du coup, ça disparaît du PIB. Donc là, on a une richesse marchande, mais qui n'est pas, et monétarisée d'ailleurs, qui devrait être comptée dans le PIB, mais qui n'est pas comptabilisée, puisqu'on ne peut pas la mesurer. Alors parfois, en passant, parfois, il y a le PIB, il y a des administrations qui essayent de calculer le trafic de drogue, la richesse non monétaire, enfin non déclarée. Bon, c'est bien, on s'amuse à faire ça et tout, mais moi, ce qui m'embête dans ça, c'est pas qu'on comptabilise le trafic de drogue comme une richesse, à la limite, je m'en fiche, c'est pas mon problème d'économiste. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on travaille des chiffres qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas vérifier. Et ça, c'est la porte ouverte à des estimations un peu foireuses ou des données qui sont moins fiables. Et donc, moi, je suis très réticent avec l'idée d'essayer de comptabiliser ce qu'on n'arrive pas à comptabiliser. Pour la raison d'ailleurs que j'ai dite aussi, vous vous souvenez, aussi la semaine dernière, parfois, vouloir mettre des chiffres sur tout, ce n'est pas une bonne chose à faire. Alors, les économistes ne devraient pas passer leur temps à essayer de tout quantifier, tout chiffrer, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas quantifiables ou pas quantifiables de manière satisfaisante. Et donc, c'est pas grave, on ne les quantifie pas, on sait qu'elles ne sont pas prises en compte, et je préfère cette honnêteté-là plutôt que de vouloir quantifier des choses sur des bases fragiles. Donc, c'est pour cette raison que je pense que c'est normal, mais ça, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, je pense que c'est normal de ne pas tenir compte des choses qu'on ne peut pas vérifier et qui ne sont donc pas déclarées. Et que ce n'est pas grave, en fait. C'est plutôt sain de connaître aussi les limites du PIB plutôt que de vouloir intégrer des choses sur des bases fragiles. Alors, autre chose très importante, le PIB, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mesure de flux. Ça veut dire que tous les ans, le PIB revient à zéro, en quelque sorte. Le PIB, le 1er janvier de l'année 2021, le PIB de l'année 2021 sera égal à zéro, 1er janvier à minuit. Il va progressivement mesurer tout et additionner, en fait, toute la richesse produite pendant une période donnée. Mais il ne prend pas en compte, du coup, le stock, c'est-à-dire la richesse accumulée des années précédentes. Or, elle est très importante pour comprendre finalement le niveau de vie des gens. Alors ça aussi, les gens ont parfois du mal à comprendre cela. Mais si vous avez un PIB, imaginons que le PIB tombe à zéro. C'est l'apocalypse zombie,
plus personne ne travaille. On est tous là barricadés dans nos maisons pour essayer d'éviter de se faire bouffer par les zombies. Dans ce cadre-là, le PIB il est à 0, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus du tout manger, qu'on n'a plus aucune richesse? Non, pas du tout. On peut encore aller piller des magasins pour essayer de récupérer des boîtes de conserve, comme dans Walking Dead. On a encore des maisons, les maisons ne sont pas disparues à cause des zombies. Donc on peut encore s'alimenter, on peut encore s'abriter. Il y a tout le stock de richesses créées dans les années précédentes qui continue d'exister. Ce qui veut dire que parfois, quand on compare la richesse d'un pays en regardant le PIB par habitant, d'un pays qui est un pays qui vient de s'industrialiser, par exemple la Chine, avec un pays comme la France, qui est un vieux pays industrialisé, eh bien en fait, ce n'est pas très pertinent forcément. Parce que les Français, ils peuvent bénéficier d'une richesse qui a été créée dans les années 60, dans les années 50, alors que les Chinois, à l'époque, ils créaient beaucoup moins de richesses, et donc ne peuvent pas comptabiliser sur la richesse créée il y a très longtemps. Pensez par exemple à Angers, on a des bâtiments ici dans la vieille ville d'Angers qui ont 1000 ans, plus encore. On a un vieux reste de mur romain, donc à 2000 ans quasiment, qui est près de l'Office du tourisme à Angers. On a la cathédrale qui est aussi très, 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 très vieille, on a le château d'Angers évidemment, la maison d'Adam, enfin voilà, on a plein de richesses en fait qui sont le produit du PIB d'il y a des siècles. Donc la richesse disponible à l'instant T n'est pas que la richesse produite pendant cette année, c'est la richesse produite pendant toutes les années précédentes. Pensez à cet amphi, il nous sert bien, il est toujours pareil, depuis que je suis ici à la fac, j'ai toujours fait cours dans cet amphi Baudin, il n'a pas beaucoup changé. Les sièges sur lesquels vous êtes assis, ils n'ont pas beaucoup changé depuis 20 ans que cet amphi existe, ou 25, je ne sais plus. Je crois que c'est 95, c'est 25 ans. Enfin, je ne sais plus, dans les années 90, ça a été créé. Il y a d'ailleurs une plaque qui dit quand est-ce que cet immeuble a été érigé. Bon, cet amphi, il est vieux. Voilà. Et en même temps, il marche toujours. Donc, voilà, donc nous utilisons une richesse créée dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, voire dans les siècles précédents, qui correspond à un stock de richesse. D'ailleurs, cette richesse peut être du capital. L'amphi, en l'occurrence, c'est du capital. Souvenez-vous, la différence, c'est le capital, c'est la richesse qui produit de la richesse. Donc, c'est la richesse qui est utile à produire. Et là aussi, le capital, il peut être très ancien. Y compris naturel. Oui, les stocks aussi naturels, il faut les prendre en compte. Prenons l'exemple d'un pays pétrolier. Vous avez un pays pétrolier, l'Arabie Saoudite par exemple, qui extrait du pétrole de son sol et qui le vend. Vous mesurez la valeur de ce pétrole vendu. Vous dites, dis donc, l'Arabie Saoudite, elle s'enrichit. Tous les ans, elle s'enrichit. Oui, mais tous les ans, elle s'appauvrit aussi. Parce que tous les ans, il y a moins de pétrole dans ces nappes pétrolifères. Ce qui signifie que si on comptabilise uniquement le flux de PIB, sans s'intéresser au stock de pétrole qui disparaît progressivement, eh bien peut-être qu'on n'évalue pas bien la dynamique économique de ce pays. Au fur et à mesure qu'elle vend du pétrole, elle s'appauvrit en termes de richesse dans son sous-sol. On pourrait étendre, on exploite le bois d'une forêt, on coupe tous les arbres, on vend ces arbres, ce bois, on le vend cher, très bien, on a gagné de l'argent, regardez, tout ça c'est du PIB, mais c'est des stocks en moins. Autre exemple, là aussi assez courant, vous avez une tempête qui détruit tout un village. On a vu ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans les Alpes-Maritimes. On reconstruit les maisons, heureusement. Tout d'un coup, les maisons sont reconstruites, donc tout d'un coup, il y a du PIB qui apparaît. Est-ce que les gens sont plus riches? Non. Ils avaient une maison avant, ils ont une maison maintenant, ils ne sont pas plus riches, ils n'ont pas plus de maisons. Et pourtant, ça sera considéré comme du PIB en plus, puisqu'on aura construit un nouveau flux. Donc ça aussi, il faut bien comprendre que le PIB, ce n'est pas la richesse qu'on dispose. La richesse qu'on dispose, c'est tout ce qu'on a produit cette année, plus tous les stocks d'avant. Et si ces stocks, ils ont été en partie détruits par une tempête, une catastrophe ou n'importe quoi, eh bien, en fait, c'est la richesse en moins, ce n'est pas la richesse en plus. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on fait des comparaisons internationales, il faut faire attention au problème des taux de change. C'est-à-dire qu'on va calculer la valeur d'un produit dans un pays par rapport à un autre en mesurant des choses
qui sont comptabilisés dans différentes monnaies. Donc il faut forcément trouver un taux de change, et parfois ce taux de change il est un peu arbitraire, parce que sur une année, le taux de change il varie beaucoup. Alors on peut prendre le taux de change moyen de l'année. On peut faire aussi des grosses bêtises. Exemple de grosses bêtises. Je calcule le PIB aux États-Unis par rapport au PIB français dans les années 80. Et là, je prends le taux de change du dollar par rapport au franc, le taux de change du franc par rapport à l'euro, et je dis, bah, tiens, aujourd'hui, le taux de change du franc par rapport à l'euro, enfin, du dollar par rapport à l'euro, c'est 1,1 dollar pour 1 euro. Donc ensuite, je reprends le taux de change du franc par rapport à l'euro, puis ensuite, je calcule le PIB par habitant avec ce taux de change-là. C'est totalement idiot. On ne peut pas faire ça, parce qu'il faut recalculer le taux de change de l'époque. Le taux de change dans les années 80 du franc et du dollar, ce n'est pas du tout le même que le taux de change de l'euro au dollar aujourd'hui. Quand vous regardez les taux de change sur de longues périodes, vous voyez que ça varie beaucoup quand même. Hein. Donc il faut toujours regarder le taux de change du moment. Et ça demande, par exemple, si vous regardez comparer dans les années 80, en 85 par exemple, il faudra prendre le taux de change de 85, puis ensuite en 86, il faudra prendre le taux de change de 86, etc., etc. Et parfois, il y a des variations qui vont apparaître, qui sont des variations bizarres, qui sont des variations du taux de change, qui vont faire que, par exemple, si le dollar a augmenté, tout d'un coup, le PIB français, par rapport au dollar, va tout d'un coup augmenter. Tout ça, c'est un peu absurde. Attendez, si le dollar augmente, ça veut dire que le franc baisse. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. Le PIB calculé en dollars baissera. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Alors, une autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut enlever, quand on regarde une évolution du PIB sur longue période, il faut enlever les effets de l'inflation. En effet, là aussi, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Une baguette de pain aujourd'hui vaut 1 euro, mais il y a 20 ans ou 30 ans, une baguette de pain valait beaucoup moins en euros et beaucoup plus en francs. Enfin bref, il y a 10 ans, voilà, chaque année, le prix du pain augmente. Mais la baguette de pain, elle n'a pas changé. Elle ne s'est pas forcément améliorée en qualité, elle n'a pas grossi en taille. Donc, il y a un effet qui est un effet inflation. Tous les revenus, l'inflation, c'est l'augmentation de tous les revenus, de tous les prix. Ce qui veut dire que globalement, le pouvoir d'achat aujourd'hui n'est pas plus faible forcément qu'il y a 10 ans. Puisque si les prix ont augmenté, les revenus et les salaires, eux aussi, ont augmenté. Donc en fait, quand on veut comparer la valeur d'un objet aujourd'hui et il y a 10 ans, il faut donc supprimer l'effet de l'inflation. Alors ça, l'INSEE le fait très souvent. Vous avez donc ce qu'on appelle le PIB calculé en euros constants. En euros constants, ça veut dire qu'on va prendre la valeur d'un euro à une période donnée. En général, on prend la valeur de l'euro au moment où on fait le calcul, c'était en 2018, 2019, aujourd'hui en 2020. Et puis ensuite, on recalcule toutes les valeurs en enlevant les effets de l'inflation. Vous verrez cela dans un TD, d'ailleurs. On va parler l'INSEE parle du déflateur. Alors, le déflateur vise à enlever l'effet de l'inflation. Il n'est pas toujours égal au niveau de l'inflation. Il y a parfois une petite différence entre les deux. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, tout n'est pas vendu. Donc, par exemple, si on veut calculer le niveau d'inflation, on calcule l'indice des prix à la consommation. Donc, on va regarder tous les prix. Mais il y a des choses qui sont produites et qui ont une valeur qui ne sont pas vendues. Par exemple, les services publics non marchands. Donc là, il va falloir recalculer les choses. Le PIB, donc c'est la valeur de la production qu'on va essayer d'évaluer de cette façon-là, qui est donc imparfait, encore une fois, pour mesurer la richesse. Toutes les imperfections, je viens de les décrire. Il faut faire attention aux comparaisons internationales. Il faut faire donc aussi attention aux comparaisons dans le temps. Tout ça, c'est des pièges dans lesquels on tombe très facilement. Je suis tombé au moins 3 fois ou 4 fois dans chacun d'entre eux. Et régulièrement, ça m'arrive de me tromper encore. Voilà, donc c'est normal que vous tombiez dans ce genre de pièges. Mais faites attention. Méfiez-vous des statistiques qui vous sont données. Vérifiez si c'est bien, par exemple, en prix constant. Vérifiez si le taux de change qui a été utilisé est un taux de change qui est pertinent. Voilà, comparez, je l'ai dit tout à l'heure, vérifiez que les comparaisons, quand on a une économie avec plus de biens marchands par rapport à une économie avec plus de biens non marchands, qu'est-ce que ça signifie ? Voilà. Comparez aussi, pensez aussi que
pour avoir des économies dans lesquelles la richesse domestique est plus monétisée que dans d'autres pays. On peut avoir plein de choses qui échappent. Par exemple, tiens, un truc, si vous allez un jour en Afrique du Sud, vous verrez que quand vous faites de l'autostop, il faut brandir un billet de banque. Parce qu'en Afrique du Sud, en fait, l'autostop est payant. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais pris en voiture. Ça paraît bizarre, hein. Nous, en France, on dit l'autostop, c'est gratuit. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait payer, mais aux États-Unis, pardon, aux États-Unis, en Afrique du Sud, si. D'ailleurs, quand on fait du Blablacar, on monétarise l'autostop. Donc là aussi, ça entraîne quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, les gens faisaient l'autostop sans utiliser d'application, sans utiliser Internet, parce qu'il n'y avait pas Internet, donc ils tendaient le pouce sur la route. Maintenant, on en voit beaucoup moins, d'ailleurs, des gens qui font l'autostop. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a monétarisé le partage de voitures, enfin le partage de trajets. Donc, quelque part, ça ne change pas la richesse réelle, mais ça change la comptabilisation de cette richesse. Alors, le PIB, c'est aussi l'ensemble du revenu national. Ça mesure donc l'ensemble des revenus touchés. Les revenus, c'est les salaires, c'est les profits, c'est essentiellement ça d'ailleurs. Alors ce revenu national, d'abord on va le calculer, on va le voir tout à l'heure ou demain, en calculant ce qu'on appelle le revenu primaire. Le revenu primaire, c'est le revenu qui est lié au processus de production lui-même, c'est-à-dire le revenu de la production. Et puis ensuite, ce revenu de la production, qu'est-ce qui lui arrive ? En fait, il est imposé. L'État arrive et hop, il prélève des impôts, des cotisations sociales, des taxes, etc. Et ensuite, ce revenu, il est en partie redistribué. Pas entièrement, mais en partie. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, toute la redistribution, c'est des allocations qu'on va reverser aux ménages, les retraites, etc. Et donc ça va faire un revenu dit secondaire. C'est-à-dire un revenu qui arrive après, enfin, dans la logique, en fait, il arrive en même temps, mais on considère que c'est un revenu secondaire issu de l'intervention des administrations publiques. C'est-à-dire on va enlever les impôts et les cotisations, essentiellement pas les taxes, parce que les taxes, c'est lié à un achat, c'est encore différent. On va enlever les impôts et les cotisations, on va rajouter les subventions, les allocations, et on arrive donc au revenu secondaire. Donc on peut dire, si je vous interroge, qu'est-ce que le revenu primaire ? Vous direz, c'est le revenu tiré directement du processus de production, sous forme de salaire et profit. Ça, c'est bien suffisant. Et qu'est-ce que le revenu secondaire ? C'est le revenu primaire modifié par l'intervention des administrations publiques en termes d'allocations versées ou d'impôts prélevés. Voilà, ça va très bien, ça, comme définition. Alors, on peut calculer le PIB de 3 manières différentes. Alors, je vais aller vite, là, parce que ce n'est pas très intéressant, c'est technique. Je ne vous poserai pas des questions là-dessus à l'examen. Pourquoi est-ce que je vous montre cela ? C'est parce que c'est la grande richesse du PIB. C'est pour ça que le PIB continue d'être très utilisé en économie. Bien sûr, le PIB, je l'ai dit tout à l'heure, ne mesure pas vraiment la richesse des gens. C'est un indicateur de richesse, mais ça ne mesure pas la vraie richesse. Parce qu'il y a plein de biais dans le PIB qui fait qu'on ne peut pas dire que tel pays... On peut dire si par exemple un pays a 50 000 euros de PIB par habitant et un autre pays a 5 000 euros de PIB par habitant, on peut dire sans trop se tromper que le pays avec 50 000 euros par habitant, il est plus riche que le pays avec 5 000 euros par habitant. Mais si vous avez deux pays qui ont 20 000 euros par habitant de PIB, affirmer ce pays-là est plus riche que l'autre, ça me semble très présomptueux. Parce qu'il y a plein de biais dans le PIB et qu'il faut regarder un peu plus en détail les choses. Mais si ce n'est pas un bon indicateur de richesse disponible pour les gens, c'est tout de même un assez bon indicateur déjà de la production monétarisée, parce que c'est ça qu'il mesure. Il mesure la production monétarisée et pour le coup, il est intéressant. Mais c'est aussi un indicateur qui a une particularité extrêmement intéressante, c'est que c'est un indicateur qui est très très fiable. Tout à l'heure, je vous disais, ça ne sert à rien de tout mesurer, de tout quantifier, si on le fait sur des bases fragiles, si on quantifie des choses sur lesquelles c'est difficile de trouver d'être certain de la quantification qu'on a. Le gros avantage du PIB, c'est qu'on peut le calculer de 3 façons différentes.
et donc retrouver le même résultat par ces trois façons. Et ça, c'est très intéressant pour la comptabilité publique, parce que du coup, si on trouve, en faisant les trois calculs, des chiffres différents, c'est qu'il y a des pertes, c'est qu'il y a de l'économie souterraine, c'est qu'il y a des dépenses qu'on n'a pas comptabilisées, ou de la production qu'on n'a pas comptabilisée. Et donc l'INSEE et les statisticiens de l'INSEE, ils calculent le PIB de trois manières différentes pour produire un chiffre extrêmement fiable, du coup, parce qu'il y a des vérifications possibles, et qui en plus permet de voir quelle est la part du PIB qui relève de l'économie informelle, qu'on n'a pas pu mesurer, quelle est la part du PIB qui s'est peut-être échappée dans d'autres pays via la fraude fiscale, etc. Et donc c'est très intéressant comme indicateur, parce que vu qu'il rassemble toutes les transactions monétaires, toutes les failles dans le calcul du PIB permettent de renseigner aussi sur des comportements qui sont des comportements qui sont dans la zone grise, en quelque sorte, qu'on ne mesure pas, alors qu'ils peuvent être dans la zone rouge, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des comportements totalement illégaux, de fraude fiscale et autres, et bien parce qu'on va retrouver des aberrations dans les chiffres. Bon, alors, le PIB peut être mesuré par la production, voilà, on fait la somme des valeurs ajoutées, globalement. Il peut être calculé par les dépenses, alors ça c'est intéressant, puisqu'on a vu ressources, emploi. Donc on va regarder toutes les dépenses des gens, donc la consommation finale effective, la production de services publics collectifs, etc. Et puis l'investissement, les stocks et tout ça. Alors je vais aussi vous le donner parce qu'il y a quelques définitions importantes ici. Donc la consommation finale effective, l'INSEE, alors on va le voir aussi dans certains documents du TD, enfin des TD, c'est la consommation finale achetée par les ménages, donc CF, plus la consommation finale à destination des ménages, mais qui n'ont pas été payés par les ménages, c'est-à-dire ce qu'on appelle les services publics individualisables. Par exemple, individualisable signifie on sait déterminer qui l'a touché. Par exemple, là, le cours dont vous bénéficiez ou que vous subissez, ça dépend, c'est quelque chose qu'on peut identifier. On peut identifier la personne qui en profite. Alors que, par exemple, la sécurité dans les rues, ça, c'est pas individualisable. C'est un service public collectif. D'accord ? Donc, il faut la défense nationale, c'est pareil. La justice, voilà. Donc, en fait, on va regarder la part des dépenses publiques, la part dont les bénéficiaires sont identifiés et la part dont les bénéficiaires sont collectifs. Et donc, on va distinguer un G individualisable qui va, si on le rajoute à la dépense de consommation des ménages, va en fait permettre d'établir cet indicateur-là, qui est la consommation finale effective. D'accord ? Donc, la consommation finale effective, c'est les dépenses de consommation des ménages plus les services publics individualisables. Okay ? Je répète 3 fois la même chose. Hein. On m'a dit tout à l'heure aussi que je parlais trop vite. C'est tout à fait exact. Mais je répète. Donc il faut que vous trouviez un moment pour trouver les choses, voilà, pour écrire les notes. Investissement, c'est aussi un emploi final. Alors on va l'appeler soit I, soit FBCF. Ah, nouveau terme. FBCF, formation brute de capital fixe. Vous pouvez le marquer quelque part. Formation brute de capital fixe. C'est de l'investissement. C'est pareil. C'est la création de nouveaux capital fixe. Souvenez-vous, capital, on va le voir ça aussi dans le TD3. Smith, il parle de capital fixe, capital circulant déjà. Donc, le capital fixe s'oppose au capital circulant. Le capital circulant, c'est ce qui disparaît dans le processus de production. Ce qui ne disparaît pas dans le processus de production, c'est ce qu'on appelle le capital fixe. Et donc, l'investissement, c'est la création de nouveaux capital fixe. D'accord ? Donc, formation brute de capital fixe. Investissement. Variation de stock, on l'a déjà vu. Donc, tout ça, c'est les emplois finaux effectifs auxquels il faut rajouter les exportations moins les importations, c'est-à-dire la balance commerciale. Voilà, donc là, on va avoir le PIB qui va égal à ça, hein, puisqu'on est en économie ouverte. Hein, si on veut calculer le PIB mondial, si on s'amuse, alors c'est difficile à calculer le PIB mondial. Hein. Déjà, il faut savoir en quelle unité monétaire on le mesure. Puis ensuite, les pays sont tellement différents les uns des autres, c'est très compliqué. Mais on aurait ça, parce qu'on n'aurait pas d'exportation et d'importation, évidemment. Quand on calcule le PIB d'un pays, n'importe quel pays, on a toujours une balance commerciale.
Même les pays les plus fermés au monde, on parle souvent de la Corée du Nord, par exemple, c'est des pays qui ont des échanges avec le reste du monde. Ce n'est pas des pays qui sont totalement fermés. Ils ont besoin de matières premières, voilà, ils ont besoin d'échanges avec le reste du monde. Enfin, la troisième manière de calculer le PIB, c'est les revenus. Donc, pour reprendre, hein, on calcule le PIB par la valeur ajoutée, premier élément. On calcule le PIB par les emplois, d'accord ? J'ai envie de dire par les dépenses, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque tout n'est pas acheté, enfin c'est forcément des dépenses, mais puisque c'est monétarisé, c'est par les emplois. Et puis on peut regarder le PIB par les revenus, puisque le PIB c'est toujours égal aux revenus. Alors qu'est-ce que sont les revenus ? Eh bien, c'est W, donc les salaires, ici W salaire, plus l'impôt sur les ménages moins les subventions. Donc ça va être le revenu de l'État, en fait. Hein. Enfin, sur les ménages et les entreprises, moins les subventions. Plus l'excédent brut d'exploitation des entreprises, donc les profits réalisés par les entreprises, plus les revenus de l'étranger. Alors, les revenus de l'étranger, moins les revenus qu'on paye à l'étranger. Donc, c'est le solde des revenus avec l'extérieur. RX. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, le PIB, c'est aussi l'ensemble des revenus. Et là, on fait apparaître ici un T1 qui est important parce qu'on a aussi l'État qu'il faut intégrer ici dans les revenus donc, et les entreprises. Hein. On va regarder en fait les revenus des 4 secteurs institutionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. En tout cas, les revenus, pas des 4 secteurs, enfin de ces 3 secteurs, plus les revenus qui viennent de l'autre secteur, plus précisément. Voilà, alors encore une fois, je ne vous interrogerai pas je ne vous demanderai pas les équations. Vous savez qu'elles sont dans votre PowerPoint ou qu'elles sont sous votre cours. Si un jour, l'année prochaine, ou peut-être au deuxième semestre, je ne sais pas quel programme, vous avez besoin de trouver un moyen de calculer le PIB, voilà, vous saurez que c'est expliqué ici dans ce cours-là. Alors, il nous reste 15 minutes, même pas. On va arrêter un peu avant l'heure, donc 10 minutes, on va dire. Et donc, pendant ce temps-là, je voudrais montrer maintenant un certain nombre de chiffres de l'économie française d'abord, donc ici en 2018, et de l'économie chinoise et américaine. Alors, si on prend le chiffre de la richesse et de sa décomposition, en 2018, le PIB total de l'économie française en comptant les dom-tom, etc., département d'outre-mer, c'est 2353,1 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en 2018, on a créé une richesse quantifiée de manière monétaire, une richesse monétarisée, de 2353 milliards d'euros. La richesse par habitant, du coup, le PIB par habitant, c'est 35 125 euros. Donc on prend 2353 milliards, et puis on divise par 67 millions d'habitants, on arrive à peu près à ça. Bon, ensuite, quel est le montant de l'investissement ? L'investissement des ménages, c'est-à-dire l'investissement immobilier, l'investissement des entreprises, la formation brute de capital fixe des entreprises, hein, c'est-à-dire là aussi le bâtiment, les machines, etc., et l'investissement des administrations publiques, on arrive à 537,9 milliards d'euros. Quelle est la valeur des services publics individualisables et collectifs ? C'est G, 550,9 milliards d'euros. La valeur de CF. Alors attention, la valeur de CF, là j'avais un petit souci, parce que tout à l'heure je vous ai dit, je n'ai pas mis dans le schéma les associations caritatives pour le changer. Donc la consommation finale des ménages, c'est d'une part ce que les ménages ont acheté directement dans les magasins, ce qu'ils ont consommé en termes d'achat, mais aussi ce qu'ils ont reçu gratuitement par les associations caritatives. Ce qu'ils ont reçu gratuitement par les associations caritatives, ça représente 48,7 milliards d'euros. Donc, je les intègre dans la consommation finale, 1268,5 milliards plus 48,7 milliards de dépenses pour les ménages par les associations caritatives. Alors, je préfère vous le dire, parce que si jamais vous allez sur l'INSEE pour dire « j'ai vérifié les chiffres du prof », n'hésitez pas, hein, vous allez vérifier mes chiffres, vous verrez que le total de consommation finale des ménages ne sera pas forcément celui-là. En passant d'ailleurs, il est possible que les chiffres de l'INSEE soient différents parce que je les ai pris il y a quelques mois, et que les chiffres sont régulièrement révisés pendant 2 ans, 3 ans parfois.
Donc les chiffres 2018 définitifs ne seront connus qu'en 2021, donc pas maintenant. Donc il est possible que les chiffres soient révisés. Mais ce n'est pas grave, les révisions sont en général assez faibles. Variation de stock 2018, 13,3 milliards. Ça c'est intéressant, parce que c'est quand même beaucoup. Chaque année, je refais ce cours avec des autres chiffres, et je vois qu'en 2018, on a un stockage important, qui présage pas grand-chose de bien pour l'économie. D'ailleurs, l'économie a été en faible croissance en 2019. On pouvait presque le voir avec le fait qu'on a beaucoup stocké, c'est-à-dire peu vendu en fait. Avec le reste du monde, quelle est la relation de la France avec le reste du monde? Les exportations totales, 737,4 milliards. Les importations totales, 755,6 milliards. Alors quand on parle d'exportation, on pense très souvent à l'exportation de produits industriels, de produits manufacturés, voire de produits agricoles. C'est tout à fait vrai. Mais on exporte aussi des services. Ces services qu'on exporte, très souvent, ce qui est le plus important pour la France, c'est le tourisme. C'est-à-dire un étranger qui vient dépenser son argent en France, par exemple, il va au restaurant, il va dans l'hôtellerie, etc., eh bien, ça correspond à des exportations. Parce que c'est un service qu'on vend à un résident étranger. Donc, ça sera considéré comme quelque chose qui est produit à l'étranger, enfin, qui est vendu à l'étranger. Alors, évidemment, vous comprenez bien qu'avec la crise du Covid, le tourisme français s'effondre, donc les exportations en termes de tourisme se sont elles aussi effondrées. Et ça, on le verra sans doute quand je prendrai les chiffres 2020. Quand ils seront connus, ça sera assez intéressant de comparer avec les chiffres de 2018, qui était une année normale. On verra des choses sans doute assez intéressantes. Et une balance commerciale qui va forcément se dégrader là aussi, pour toutes ces raisons. C'est-à-dire que non seulement on n'arrive plus à exporter d'Airbus, mais en plus on n'arrive plus à faire venir des touristes dans l'hôtellerie et la restauration. Importation, 755. Donc ça veut dire qu'on a un déficit commercial, ça aussi je vous l'avais dit. De combien il est ce déficit commercial? À peu près de 18,2 milliards. Donc on a X moins M ici qui est égal à moins 18,2. Mais souvenez-vous, je vous avais montré une équation. On peut vérifier que ça fonctionne bien, alors à peu près. Si vous faites le calcul, vous arrivez pratiquement à 18,2 de ce côté-là et 18,2 de ce côté-là. Ici, c'est clair, et ici, vous ferez le calcul chez vous, vous vérifierez si on arrive à ça. Parfois, on n'arrive pas exactement à ça à cause des arrondis, évidemment. On peut arriver à 18, 18,3. Ce n'est pas très important, ce qui compte, c'est que ce soit à peu près le cas. Le déficit commercial français, est-ce qu'il est très important? Non, il n'est pas très important. Il représente 0,77% du PIB. Ça veut dire que la France, elle bénéficie d'un surcroît de richesse qui vient de l'extérieur, qui correspond à 0,77% de ce qu'elle produit. Et encore une fois, ce n'est pas énorme. Est-ce qu'on retrouve l'équilibre emploi-ressources? Pas tout à fait. Là aussi, il doit y avoir un problème d'arrondi. J'arrive à 3108,7 et 3108 ici. C'est bizarre, il faudrait que je refasse le calcul. Bon, j'ai dû m'embêter. Alors, je ne l'ai pas fait revue cette année. Là, j'ai gardé les chiffres que j'avais fait l'année dernière. Voilà, donc là aussi, bon, si c'est bien 7 ici. Et là, on a 7 plus 5, ça fait 2. Plus, effectivement, là, on a bien 0,0. Mais globalement, on voit que ce n'est pas non plus très éloigné. Les deux chiffres ne sont pas non plus très éloignés. Donc on retrouve à peu près cet équilibre emploi-ressources. Alors, le poids des administrations publiques dans l'économie française. Alors, je vous ai déjà donné les chiffres tout à l'heure, mais on peut vérifier en les reprenant ici. On prend G divisé par grand Y, et on est à 23,4%. On prend l'ensemble des dépenses publiques. Alors pour ça, il y a un chiffre qui nous manque. C'est R, qui n'est évidemment pas présent ici. Donc on peut le déduire de ça. C'est-à-dire que les dépenses publiques au total, c'est 1330 milliards. Divisé par 2353,1, ça fait 56,5. Donc, on peut enlever... Alors, CI aussi, G, on ne l'a pas. Mais globalement, on peut trouver que c'est égal à tout ça. Prélèvement obligatoire, c'est les impôts et les taxes et les cotisations sociales qu'on paye, que les ménages payent
à l'ensemble des administrations publiques. Alors ça veut dire, souvenez-vous, les administrations publiques, ce n'est pas que l'État, hein, c'est aussi les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Petite question avant de vous laisser. Il y a un écart énorme entre le montant prélevé sur les ménages et les entreprises et le montant dépensé par l'État, enfin par les administrations publiques. On est quasiment à presque 10 points de PIB. Comment on explique cet écart? Comment se fait-il que l'État, que les administrations publiques dépensent l'équivalent de 56,5% du PIB, soit 1 330 milliards d'euros, alors qu'elles n'ont prélevé sur l'économie que 1 066 milliards d'euros? La différence s'explique comment? Quelqu'un qui veut lever la main pour répondre? Oui, monsieur. Des emprunts. Alors c'est un étudiant, un lycéen, qui est venu ici pour le Messier c'est m'adopter. Bravo. Oui, les étudiants vont être meilleurs que les autres. Non. Donc, alors oui et en même temps, ce n'est pas suffisant. Il y a des emprunts. Monsieur a raison, il y a des emprunts. C'est-à-dire que l'État, les administrations publiques, chaque année, elles dépensent plus d'argent qu'elles n'ont de recettes. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le déficit public. Il est à combien le déficit public en France en 2018? Pas aujourd'hui, aujourd'hui, oula. En 2018, à peu près. Bon, je ne sais plus, je ne me souviens plus du chiffre, mais il est à peu près de 3%. Ici, on a quel type d'écart? On a un écart de 10%, de 10 points, pardon. Plus de 10 points. Plutôt même 11 points, 11 points,2. Donc le déficit explique en partie l'écart, mais pas tout l'écart. Donc vous avez raison, mais pas totalement raison. Oui? Non, l'État n'a pas de stock d'argent, ce qu'elle y prélève, puisqu'il emprunte justement. Ça veut dire qu'il emprunte pour faire son stock. Donc, en fait, il faut réfléchir simplement. La réponse est très simple. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que moi-même, je me suis posé la question quand j'ai fait ce cours la première fois. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi les prélèvements obligatoires sont si faibles par rapport aux dépenses publiques? Bien sûr qu'il y a la question des déficits. Mais il y a aussi une autre chose évidente. C'est que toutes les recettes publiques ne sont pas des prélèvements obligatoires. L'État, il vend des services. Il touche des revenus de ces entreprises qu'il possède. Enfin, touche des dividendes. Donc il y a toute une partie de l'argent public qui n'est pas des prélèvements obligatoires. Par exemple, la faculté, ici, cette faculté-là a fait beaucoup d'universités ont mis en place des fondations. Les entreprises peuvent donner de l'argent à des entreprises, à des universités, par exemple. Donc on peut léguer aussi de l'argent à l'État ou à des universités ou à des hôpitaux. Donc tout ça correspond à quoi? Correspond à des recettes qui vont alimenter les administrations publiques, mais qui ne sont pas des prélèvements obligatoires. L'État vend parfois des services. Vous voulez faire votre passeport, vous allez le payer 20 € ou 25, je ne sais plus. Enfin bref, vous allez payer votre passeport. C'est des recettes publiques, mais ce n'est pas des prélèvements obligatoires, parce que vous payez un service. Vous payez votre ticket de métro, c'est des recettes. Alors non, c'est pas pareil. La RATP, c'est pas considéré comme l'État, c'est considéré comme une entreprise publique. Enfin bref, peu importe. Mais toutes les recettes publiques, ça peut être un ensemble de revenus, soit des dividendes versés par les entreprises publiques, soit des services payés par les ménages qui les achètent, soit des donations qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas des prélèvements obligatoires. Donc ça fait, vous voyez, tout un ensemble d'argent en plus dont l'État peut bénéficier, qui ne sera pas considéré comme des prélèvements obligatoires. Voilà, donc l'écart, c'est les déficits plus les autres recettes. Voilà. Vous voulez arrêter, vous avez raison, il est -2. Donc à demain.